Donc globalement, juste un petit mot sur le programme Ecodo. Donc on est un programme d'accompagnement des entreprises dans leurs économies d'eau, donc porté par la CCI Bretagne. On a un programme, on va dire, sur deux jambes. Une partie, donc, accompagnement des entreprises via des diagnostics qu'on réalise sur site pour aider les entreprises dans leur démarche hydroéconome. Et on va dire une deuxième jambe qui est le partage de bonnes pratiques, donc qui est le cadre de ce webinaire. L'idée, c'est de partager des bonnes pratiques inter-entreprises, voilà, pour que les entreprises puissent avancer sans pour autant faire un diagnostic complet. Donc l'objectif du webinaire, c'est de vous partager un petit peu le b.a.-ba de la récupération d'eau de pluie. Forcément, en 2 heures, on n'aura pas le temps de voir tous les projets d'eau de pluie, mais voilà, c'est vous partager une première rampe de lancement, on va dire, dans vos projets de récupération d'eau de pluie. Il faut savoir que nous, dans le programme Ecodo, donc avant de parler d'eau de pluie, on aime bien que les entreprises déjà s'attellent à l'axe de sobriété, donc bien réduire vos consommations d'eau au maximum. Et puis après, allez voir ce que vous pouvez faire en termes d'usage d'eau de pluie. Et l'eau de pluie doit venir comme un usage de substitution à un usage d'eau potable et pas un nouvel usage d'eau. Finalement, c'est quand même ça le programme d'Ecodo, c'est d'économiser de l'eau de l'eau brute, on va dire, sur la ressource. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Cédric Fontaine, hein, qui va nous partager son expertise, qu'on remercie voilà, d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Donc, il va vous présenter voilà, les aspects réglementaires, les aspects techniques, des retours d'expérience, de la tarification, etc. sur l'eau de pluie. Donc voilà, je vous propose de prendre la parole, Monsieur Fontaine. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et on fera un temps de questions-réponses à la fin, bien entendu. Merci Pierre-Adrien. Cédric, avant de vous laisser la parole, juste une petite intervention. C'est tous un Luc Guimard, donc je suis chef de projet régional Ecodo. Juste pour vous demander aux personnes, vu qu'on est très nombreux en ligne, de couper vos caméras, s'il vous plaît, pour laisser un max de bandes passantes et permettre à un maximum de participants de se connecter sans perturber le flux. Merci à vous. Et par contre, j'ai l'impression que Cédric, on a perdu la connexion avec Cédric. Ah non, je suis là. Ok, parfait. Ben, je vous laisse la parole alors. Ok, merci Pierre-Adrien, merci Luc. Bienvenue, bonjour à tous. Je vais effectivement, on va passer 2 heures ensemble sur cette fameuse récupération d'eau de pluie, qui est un thème, on va dire, assez d'actualité, notamment depuis la sécheresse de 2022. Moi, je me présente rapidement, donc c'est Luc Fontaine. Je suis des vôtres, vu que je suis aussi breton, je suis basé à Rennes et je suis bureau d'études sur 2 activités liées à l'eau. La première, c'est donc la récupération, la valorisation d'eau de pluie qu'on va voir aujourd'hui. La deuxième, c'est plutôt sur toute la partie gestion d'eau à la parcelle, infiltration, etc. Je fais ça depuis 2005, donc ça fait un petit moment que je suis les pieds dans l'eau. Et je suis aussi formateur sur ces thématiques. Voilà, juste pour me présenter. L'idée aujourd'hui, c'est une présentation on n'a pas voulu faire une présentation qui dure 1h45 ou 1h50. Au contraire, c'est une présentation qui va être un petit peu plus courte que les 2 heures pour vraiment se laisser le temps des questions-réponses. L'idée étant vraiment que cette présentation vous apporte les grandes questions, mais qu'on puisse aussi peut-être rentrer dans le détail de questionnements que vous pourriez avoir les uns les autres. Donc, n'hésitez pas à être curieux, à poser toutes les questions. J'y répondrai avec plaisir à la fin de cette intervention. Et c'est Luc qui s'occupera de les regrouper peut-être un petit peu par thématique. Alors, si on commence sur la récupération d'eau de pluie, je veux bien sur le slide suivant, donc l'idée, c'est vraiment que ça devienne un atout pour vos entreprises. Bien sûr, l'intérêt est d'économiser de l'eau potable, mais l'idée, c'est que ça ne soit pas vu comme une contrainte, mais plutôt un atout. Alors, pourquoi un atout? Parce que si on regarde sur les cartes qui sont présentées juste après, on va se rendre compte qu'aujourd'hui,
Ah oui, pardon, j'avais une petite vidéo, mais je veux bien qu'on passe la vidéo, s'il vous plaît, Père Adrien. Alors, je sais pas si les gens ont le son, moi je l'avais pas, mais bon, alors c'est pas grave s'il n'y a pas le son. En fait, c'était notre ami Jean-Claude Van Damme qui était en train de nous expliquer qu'il adorait l'eau et que dans 20-30 ans, il n'y en aurait plus. Donc, c'est quand même assez exceptionnel de se dire que, on va dire, la personne qui avait anticipé ça bien avant nos politiques, par exemple, ou certains experts, c'était Jean-Claude Van Damme. Donc, comme quoi cette problématique d'eau était prévisible à l'échelle du plus grand nombre. Donc, juste pour être un peu plus sérieux et revenir sur les cartes suivantes, en fait, on se rend compte, et ça a été notamment en 2022, il y a eu une énorme prise de conscience parce que vous voyez sur cette carte, notamment celle de gauche, les arrêtés sécheresse qui ont pu avoir lieu. Donc là, c'était en date du 31 août de l'année 2022, avec globalement toute la France qui était concernée par un arrêté sécheresse plus ou moins exigeant, et avec notamment une région qui pourtant est connue pour vivre perpétuellement sous une espèce de crachin et de bruine, qui est notre Bretagne, où on était en rouge l'année dernière. Alors, juste pour rappel, dans les arrêtés sécheresse, il y a 4 niveaux en fait d'arrêtés sécheresse. Le niveau de vigilance qui est le premier. Ensuite, on a le niveau d'alerte renforcée et de crise. Et à chaque augmentation, on va dire, à chaque passage d'un seuil à un autre, les préfets vont nous imposer de plus en plus de limitations de consommation d'eau. Voilà, avec jusqu'à certaines interdictions qui peuvent arriver assez rapidement aujourd'hui. Et la carte de droite montre, alors bien sûr elle est beaucoup plus blanche, mais elle montre que même en fin d'année, et c'était le cas de l'année dernière, donc ça c'est une donnée en fin d'année 2022, il y avait encore des départements qui étaient en arrêté sécheresse, c'était notamment le cas de l'Ille-et-Vilaine, mais pas que. Donc en fait un arrêté sécheresse ne concerne pas forcément uniquement la période estivale, ça peut s'étendre beaucoup plus loin dans l'année et de plus en plus. Donc là, j'ai pas mis de carte à aujourd'hui, mais si on regarde la carte à aujourd'hui, moi en ce moment je suis en région lyonnaise. En région lyonnaise, on a encore des départements qui sont en alerte, voire en alerte renforcée pour certaines, alors qu'on est logiquement en octobre dans une période où on n'a pas de problématique de ressources en eau. Donc, cette problématique va venir de plus en plus tout au long de l'année. Donc, dans les couleurs que je vous ai montrées, effectivement, le rouge, c'était la crise, le gris, c'était l'alerte, le gris, c'est la vigilance, le jaune, c'est l'alerte, le orange, c'est l'alerte renforcée et le rouge, c'est la crise. Plus on va vers le rouge, pire la situation est dégradée. Voilà. Si on regarde aussi le slide suivant, on va se rendre compte que il y a aussi on a des problématiques de ressources en eau, mais en fait en France il pleut quand même pas mal. Il faut savoir qu'on est à peu près à 800 mm de pluie en moyenne en France. On va aller de 550 dans les régions les plus sèches à 1450 dans les régions les plus alors, le mot sèche et humide est pas forcément le bon. En tout cas, on va dire dans les régions les moins arrosées en termes de volume, on est sur du 550 et les plus arrosées en termes de volume, on est à 1450 mm. Et là, c'est un élément qui est extrêmement important quand on parle de récupération d'eau de pluie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler en volume. Quel est le volume que je récupère sur ma toiture et non pas en ressenti. Alors, bien sûr, dans les villes où il pleut plus souvent, on a ce ressenti qui pleut toujours en France ou sur certaines régions et dans d'autres, il fait toujours sèche. Mais j'aime bien montrer cette carte parce qu'elle casse certaines idées reçues. Si on regarde la grande zone rouge-orange, donc plus on est en rouge, moins le volume d'eau annuel qui tombe sur une parcelle est important.
plus on est en vert, plus ce volume est important. Et donc, on se rend compte que une des grandes zones avec une pluviométrie faible, part de Lannion, Saint-Brieuc, Rennes, ensuite va remonter par Laval, Le Mans, jusqu'en région parisienne, pour finir à Lille et Dunkerque, qui sont quand même pas aujourd'hui les régions qu'on imagine les moins arrosées de France. À l'inverse, d'autres régions comme la Côte d'Azur, alors plutôt à l'est, du côté de Nice par exemple, il faut savoir qu'il pleut plus à l'année à Nice qu'à Rennes. Donc, la récupération d'eau de pluie s'avère vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant sur tout le territoire. Deuxième point, c'est de pouvoir transformer ces millimètres en litres, parce que quand on parle de récupération d'eau de pluie et quand on parle de pluviométrie, on parle toujours en hauteur d'eau, en un certain nombre de millimètres. Donc, cette hauteur d'eau, il faut bien la transformer en litres. Le calcul est extrêmement simple. On multiplie les millimètres par les mètres carrés et on obtient des litres. Donc, s'il pleut 800 mm sur 1 mètre carré, ça veut dire qu'à l'année, on va récupérer 800 litres d'eau par mètre carré. Donc, sur une toiture d'une maison, on va dire de 100 mètres carrés, on est plutôt sur du 80 000 litres d'eau à l'année. Et sur une toiture d'un entrepôt, d'une industrie qui va faire 10 000 mètres carrés, on multiplie encore cette donnée par 100. Donc, on est plutôt sur du 8 000 mètres cubes à l'année pour donner des ordres de grandeur. Ça veut dire que chaque mètre carré de toiture reçoit l'équivalent de quoi alimenter 200 chasses d'eau, ou de laver 16 véhicules à la haute pression, ou de laver 10 000 mètres carrés de sol. Donc, ça nous fait des volumes. En fait, on se rend compte qu'on a énormément de possibilités et l'eau qui nous tombe dessus suffirait à remplacer beaucoup d'usages. Voilà un petit peu sur cette idée reçue que j'aime bien casser avec cette carte. Et il y a une deuxième idée reçue qu'on va voir sur le slide juste après, qui est le fait qu'il pleut moins ou plus qu'avant. Souvent, on entend, oui, mais il pleut plus du tout. Avec le changement climatique, il va pleuvoir de moins en moins. La récupération d'eau de pluie n'est pas forcément intéressante. Eh bien, c'est faux. J'ai eu la chance d'hier d'intervenir à un colloque au ministère de l'écologie où une personne de Météo France nous présentait des prévisions qui tendaient plutôt à nous prouver que dans les années à venir, notamment au nord de la France, dont fait partie notre région, on devrait avoir une pluviométrie en augmentation. Mais rien que si on regarde sur les dernières années, donc là, vous avez deux courbes qui sont quasiment identiques. La première, c'est la pluviométrie moyenne, donc mois par mois entre 81 et 2010, donc sur une période de 30 ans, c'est la courbe bleue. Et la courbe orange, c'est la même courbe, mais décalée de 10 ans. On est sur des données 91-2020. Et on se rend compte qu'en fait, les deux courbes sont quasiment identiques et que la pluviométrie n'a pas varié, en termes de volume en tout cas, elle n'a pas varié sur une période d'une dizaine d'années. Par contre, ce qu'on va remarquer, c'est que cette pluviométrie varie en termes de type de pluie. Alors, j'ai tendance à dire quand je fais des formations que les Bretons sont en train de perdre leur identité. Pourquoi ? Parce que notre petit crachin est remplacé de plus en plus par des pluies cévenoles ou en tout cas des pluies plus orageuses. On a de moins en moins d'épisodes pluvieux sur une année. Par contre, ces épisodes pluvieux sont de plus en plus violents et les pluies sont de plus en plus fortes. Alors, ce qui crée un gros problème, notamment dans ce qu'on appelle les pluies utiles. Qu'est-ce qu'on appelle une pluie utile ? Une pluie utile, c'est en général les pluies qui vont arriver plutôt en période automnale et hivernale et qui vont permettre de recharger les nappes phréatiques. Pour que ces pluies soient utiles, il faut idéalement qu'elles tombent quand la végétation est en sommeil, d'où la période automnale et hivernale, et il faut qu'elles tombent sur des sols humides et idéalement qu'elles tombent de manière un petit peu régulière pour que l'eau ait le temps de s'infiltrer dans le sol tranquillement et aller recharger nos nappes. Mais si on a des évolutions du régime des pluies, en fait, on va avoir des sols qui sont de plus en plus secs parce que les périodes entre deux pluies vont avoir tendance à être de plus en plus longues. Avant, on estimait qu'au-delà de 3 semaines sans pluie, on était dans une situation exceptionnelle. Aujourd'hui, on peut avoir 4 semaines sans pluie et ça reste une situation, on va dire,
standard, typique, pour passer de l'exceptionnel, c'est quand il ne pleut plus pendant 4 semaines de suite. Donc, l'eau va tomber sur un sol qui va être sec. Et en plus, si elle tombe de manière violente, parce que les pluies sont de plus en plus fortes, eh ben, on va avoir une augmentation du ruissellement et une réduction du volume d'infiltration. C'est pour ça que les nappes, en partie, vont avoir des difficultés à se recharger. Alors que pour nous, quand on récupère l'eau de pluie, eh ben, cette eau, on va pouvoir la stocker. Alors, il va peut-être falloir légèrement modifier nos dimensionnements d'installation. Mais c'est là qu'il y a un vrai intérêt de récupérer cette eau de pluie, vu qu'elle n'arrive plus à s'infiltrer, autant la récupérer pour éviter de la laisser ruisseler. Et cet élément me permet de répondre à une question qu'on a souvent, ou en tout cas, pas une question, mais un reproche. Beaucoup reprochent à la récupération d'eau de pluie d'être contre le cycle naturel de l'eau. Le cycle naturel de l'eau étant que l'eau s'évapore, tombe et puis s'infiltre dans le sol pour recharger les nappes. Et moi j'entends régulièrement lorsque je fais des études, des contradicteurs qui disent oui, mais à récupérer l'eau de pluie, on ne recharge pas les nappes phréatiques. Donc la réponse pour moi est la suivante. Déjà, on ne va pas récupérer toutes les eaux de pluie, il y a beaucoup d'eau de ruissellement, etc., qu'on va pouvoir infiltrer. Mais avant d'aller chercher à recharger une nappe, l'idée, c'est de ne pas pomper dedans, et la récupération d'eau de pluie protège la nappe parce que toute goutte d'eau qu'on a consommée et qui vient de notre citerne d'eau de pluie, c'est une eau qu'on n'a pas pompée dans une nappe phréatique, alors qu'on sait que lorsqu'on infiltre de l'eau, quand on laisse de l'eau tomber sur un sol, il n'y a qu'un quart de ces gouttes qui rechargent la nappe phréatique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, s'il pleut sur ma toiture et que j'infiltre l'eau dans mon jardin, globalement, sur les 4 litres d'eau, il n'y en a qu'un seul qui va finir dans la nappe phréatique. Les autres vont soit être bues par les végétaux, soit avoir du ruissellement plutôt superficiel et finir dans une rivière. Et si je consomme 4 litres pour tirer une chasse d'eau, résultat, j'ai renvoyé 1 litre d'eau dans la nappe et j'en ai tiré 4, donc la nappe est à -3. Si je récupère l'eau de pluie, je n'ai rien renvoyé dans la nappe, mais par contre, les 4 litres d'eau pour tirer ma chasse d'eau viennent de ma queue, donc j'ai laissé la nappe à 0. Donc la récupération d'eau de pluie est forcément bonne pour préserver la ressource en eau. Voilà sur ce slide. Sur le suivant, on va avoir encore un autre élément qui est important parce qu'on entend aussi souvent, celui juste avant, la récupération d'eau de pluie, mais c'est pas intéressant parce que moi j'ai plein d'usages, notamment en période estivale, lors des arrêtés sécheresse, parce que c'est ce qui m'intéresse notamment. On verra après ce qu'on peut faire avec cette eau de pluie, mais je suis en arrêté sécheresse et donc si je suis en arrêté sécheresse, c'est qu'il pleut pas et donc ça sert à rien de récupérer l'eau de pluie parce que je peux pas remplir ma queue. Alors pareil, c'est une idée qui peut avoir, et on le verra sur le slide suivant tout à l'heure, qui peut avoir des vérités dans certaines régions de France, mais ce n'est pas parce que nous sommes en arrêté sécheresse que nous sommes en manque de pluie. Un arrêté sécheresse, ce que je disais tout à l'heure, c'est décidé par rapport à un niveau d'eau dans les nappes phréatiques et les recharges des nappes se font l'automne et l'hiver. Donc il est possible qu'on ait un automne et un hiver sec, pluviométrie faible. Dès le mois de mars ou avril, le préfet déclare des arrêtés sécheresse et à partir du printemps, on peut avoir un printemps pluvieux. Le problème, c'est qu'au printemps, toute l'eau qui tombe va être bue par les végétaux qui, eux, sont en pleine croissance et donc cette eau n'ira pas recharger les nappes et donc on peut avoir un printemps, si je me permets l'expression, pourri avec beaucoup de pluie et tout en restant en arrêté sécheresse. Donc, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet direct entre pluviométrie du moment et arrêté sécheresse. Je vous montre ici une carte qui a été donnée donc, donc on était en juin 2023. On voit qu'il y a une grande partie, on va dire, centre de la France, centre et nord de la France, qui était déjà en arrêté sécheresse avec des niveaux qui allaient de la vigilance et pour certains, on était déjà en crise. Et ces jours-là, j'ai pris la prévision météo du jour. On voit bien qu'on annonçait des orages, par exemple, autour de la région parisienne, plutôt du côté de la Normandie. Et on a annoncé des pluies à l'est de Paris. Et toute cette zone qui est aujourd'hui, qui était grise en termes d'arrêté sécheresse, c'est une zone qui va être arrosée dans la journée. Donc, là, on voit bien qu'il n'y a pas forcément de lien de cause à effet entre les deux. Donc, la récupération d'eau de pluie peut être intéressante
pour lutter contre les arrêtés sécheresse, et je reviendrai dessus juste après. Dernier élément de pluviométrie, puis après je vais arrêter de vous embêter avec la pluie du moment. Donc sur le slide suivant, on voit que on a l'idée qu'il ne pleut pas l'été, mais ce que je disais tout à l'heure, récupérer l'eau de pluie pour des usages en plein été, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Alors, c'est vrai à Nice. Si on regarde la pluviométrie de Nice, on voit bien que les mois de juillet et août, donc ça c'est une pluviométrie donc ce sont des chiffres qui sont basés sur des Météo France, sur des moyennes sur les 30 dernières années. Donc on a quand même voilà, un pas de temps assez large pour avoir des statistiques fiables. Et on voit bien qu'en juillet et août, on est à moins de 20 mm par mois, alors qu'en octobre-novembre, on a vraiment une forte pluviométrie dans cette région de France. Là, effectivement, la récupération d'eau de pluie pour faire de l'arrosage d'espaces verts à Nice, c'est pas forcément un intérêt extrêmement fort. Par contre, si je veux alimenter les toilettes d'un collège, si je veux alimenter un process industriel, les élèves, par exemple, d'un collège sont là plutôt à la rentrée, septembre, octobre, novembre, décembre. Aller jusqu'à mai, il y a beaucoup de monde, et puis à partir de mai, il commence à avoir moins d'élèves parce que avec les examens, etc., les collèges sont un peu plus vides. Et on voit que la récupération d'eau de pluie sera peut-être très intéressante à Nice. Voilà un peu ce qu'on peut dire là-dessus. Mais il y a aussi des régions de France où c'est complètement l'inverse. Si on regarde Clermont-Ferrand, vous l'avez ici en bleu, Clermont-Ferrand, la pluviométrie est beaucoup plus forte l'été que l'hiver. Alors, ça peut arriver sous des pluies d'orage. Je ne dis pas qu'à Clermont-Ferrand, il pleut tout l'été, mais lorsque les pluies arrivent, elles sont très violentes. Et en termes de volume, on voit que les mois les plus pluvieux sont mai-juin, et que même juillet, août, septembre restent des mois beaucoup plus pluvieux que des mois d'hiver. Donc ça veut dire que là, pour des activités, arroser les espaces verts d'un camping, alimenter des usages d'arrosage de serres municipales, etc., le climat de Clermont-Ferrand est très intéressant. Alors, vous allez me dire, mais chez nous, chez nous, c'est logiquement le slide suivant, si mes souvenirs sont bons. Voilà, la pluviométrie. Donc là, j'ai pris l'Orient. Donc, on a une certaine saisonnalité, effectivement. On va se retrouver avec des mois un petit peu plus secs sur les mois d'été, avec le mois le plus sec, c'est le mois de septembre, mais on reste quand même sur des pluviométries qui sont au-delà des 30 mm. Donc 30 mm, je rappelle, sur une toiture de 100 mètres carrés, c'est 3000 litres. Sur une toiture de 1000 mètres carrés, c'est 30 000 litres. Donc ça nous fait quand même des volumes assez importants, même sur les mois de juillet-août. Et le mois de juin, qui peut être un mois, mai-juin, qui peuvent être des mois qui demandent beaucoup d'eau, par exemple, pour des arrosages. Ça reste des mois avec des pluviométries supérieures à 50 mm en moyenne. Donc, on a quand même un vrai potentiel de récupération d'eau de pluie tout au long de l'année sur notre belle Bretagne. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la pluviométrie et casser certaines idées reçues. En tout cas, c'était l'objectif. Pour montrer que la récupération d'eau de pluie pouvait être intéressante un petit peu tout le temps. Si on continue sur la présentation, la première idée, c'est de regarder quelles sont les législations qui nous intéressent. Alors, si on avait réalisé cette présentation le 28 août, ça aurait été plus simple. Je vous aurais présenté que l'arrêté du 21 août 2008, mais le 29 août, il y a eu un nouveau décret qui est paru et qui met un petit peu la zizanie dans la récupération d'eau de pluie. Donc, je vais essayer d'être assez synthétique dessus, de vous dire ce qu'il en était hier, ce qu'il en est aujourd'hui et ce qu'il en sera demain. Alors, jusqu'au 29 août, c'était simple, il y avait un seul et unique texte, qui est donc l'arrêté du 21 août 2008, que vous avez au-dessus, qui est le texte qui encadre la récupération et l'usage de l'eau de pluie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Alors,
Je vais revenir un petit peu après sur ce qu'on peut faire et pas faire. Dans ce texte qui concernait en fait tout type de bâtiment, je vous ai mis juste un petit passage qui nous concerne plus sur les usages professionnels et industriels de l'eau de pluie qui sont autorisés à l'exception de ceux qui requièrent l'emploi d'eau destinée à la consommation humaine. Donc, en un mot, aujourd'hui, on vous dit que si votre souhait d'usage de l'eau ne nécessite pas une eau de qualité consommation humaine, vous pouvez remplacer cette eau par de l'eau de pluie. Donc là, on s'offre énormément d'utilisations possibles au niveau de l'industrie, de la collectivité, du tourisme, etc. Voilà, donc tout allait bien jusqu'au 29 août 2023 où le gouvernement a fait paraître un décret sur l'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées qui crée un peu la panique parce que dedans, on interdit certains usages qui étaient autorisés au préalable, mais ce décret ne doit logiquement concerner que des eaux non domestiques. Donc, les eaux non domestiques, ce sont plutôt des eaux pour des industries, etc. Alors, on est en discussion, quand je dis on, c'est pas mal d'associations professionnelles en discussion avec le ministère pour recadrer un petit peu ce décret qui a été mal écrit parce que l'objectif du gouvernement, c'était de faciliter justement la récupération d'eau de pluie. Et il y a un élément qui est important dessus. Il est écrit, l'utilisation des eaux de pluie est possible sans procédure d'autorisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on précise bien, on reprécise si besoin était, que à partir du moment où on souhaite utiliser l'eau de pluie pour les usages autorisés, donc je reprends l'exemple de ce que j'ai dit avant, donc dès lors qu'on n'a pas une obligation d'utiliser de l'eau potable, on n'a pas d'autorisation spécifique à demander à qui que ce soit, on décide de mettre de l'eau de pluie dans son industrie, dans son commerce et dans son tertiaire, et on a le droit de le faire. Voilà un petit peu ce que nous disent les législateurs. Alors, je vois rapidement quelques éléments. Aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité pour des gestionnaires de réseau ou des ARS de vous autoriser ou de vous interdire de la récupération d'eau de pluie à partir du moment où vous respectez ce décret et cet arrêté. C'est-à-dire que moi, demain, je suis gestionnaire d'un camping, je décide de mettre de la récupération d'eau de pluie pour alimenter mes toilettes. Je suis le responsable du conseil général du Finistère. Je décide d'alimenter les toilettes du collège avec de la récupération de pluie. Dans l'absolu, je n'ai même pas demandé l'autorisation à quiconque. Il est bien expliqué, l'utilisation de pluie est possible sans aucune procédure d'autorisation. Donc là-dessus, il n'y a pas de question à avoir. Il y a des règles à respecter qu'on va regarder juste après, mais il n'y a pas de question à se poser plus que ça. Alors, si on passe sur l'élément suivant, donc la législation, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'est l'eau de pluie? Alors, l'eau de pluie, telle que définie par ces arrêtés et ce décret, c'est une eau de toiture non accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je respecte scrupuleusement les arrêtés, ce qui est quand même l'objectif, c'est toute eau qui va être récupérée sur une toiture. Alors, quand on dit non accessible, c'est non accessible au public. Donc, on peut avoir un accès, par exemple, je suis sur le toit d'un hypermarché, de temps en temps, j'ai quelqu'un qui vient entretenir les appareils de clim ou autres éléments techniques sur la toiture. Ça reste une toiture non accessible au public. D'accord ? Par contre, je construis un hôtel face mer et face du golfe du Morbihan avec une terrasse en rooftop au-dessus de mon dernier étage. Là, c'est une toiture accessible au public et je ne peux donc pas récupérer l'eau de pluie sur cette toiture pour la réutiliser. Alors pourquoi ? On imagine bien demain, on organise une fête de mariage sur cette toiture en rooftop. Forcément, à un moment, il va y avoir un verre qui va se renverser, un petit four qui va être écrasé par terre. Le lendemain, on lave tout ça avec un produit lessiviel quelconque, voire un peu de javel. Si je stocke de la javel dans ma cuve d'eau de pluie et qu'en même temps, le jardinier de l'hôtel arrose ses plantations,
les roses risquent de subir quelque chose d'un petit peu délicat. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, alors, en fait, la règle est toujours la même, mais quand je mets aujourd'hui, c'est que si on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'industrie, ce qui se passe dans pas mal d'éléments, on met de plus en plus d'ombrières un petit peu partout. Et toutes ces ombrières qui sont en train de fleurir sur les parkings des entreprises, des hypermarchés, etc., sont des sources de récupération d'eau de pluie parce qu'on a transformé une surface au sol on lui a mis un toit. Et donc ça reste une toiture inaccessible au public avec aujourd'hui des surfaces qui sont énormes. Et l'idée, c'est de profiter des travaux sur ces ombrières pour en profiter, pourquoi pas, pour aller récupérer l'eau de pluie sur ces nouveaux toits. Et puis demain, alors je dis demain parce que le gouvernement est en train de réfléchir et on va bientôt avoir de nouveaux textes qui vont sortir. Et sur ces nouveaux textes, on va parler de réutilisation d'eau non conventionnelle, ou en tout cas d'usage d'eau non conventionnelle, et notamment les eaux de ruissellement vont pouvoir être utilisées dans certains cas de figure. Je prends un exemple, comme je disais, je suis à Lyon en ce moment, et la ville de Lyon récupère des eaux de voirie, les traite, les stocke pour ensuite réalimenter les balayeuses de la ville. Donc ça, ce sont des usages demain qu'on aura. Ce sont des possibilités qu'on aura. Alors, ça sera uniquement pour des usages à l'extérieur des bâtiments dans certains cas précis, mais ça peut être intéressant demain de se poser cette question de ces eaux de ruissellement qui pourront aussi devenir une ressource. Voilà un petit peu sur ce que je pouvais vous dire sur ce qu'est l'eau de pluie. Alors bien sûr, je n'ai pas précisé, mais sur les toitures, dès lors que vous avez des toitures en amiante ou avec présence de plomb, la récupération d'eau de pluie est interdite sur ces toitures. Alors ça, c'était l'eau de pluie qu'on peut récupérer. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc ça, c'est le slide suivant qui… Voilà, le législateur vous dit que globalement, tout ce qui est non alimentaire et non corporel direct est possible avec de la récupération d'eau de pluie. Donc, alimentation des toilettes, lavage de véhicules, arrosage d'espaces verts, process industriel. Et là, on en a, j'ai envie de dire, il y en a autant que de process industriels. Dès lors, une fois que ces process ne nécessitent pas de l'eau potable, ça peut être du nettoyage de pièces, ça peut être de la découpe, ça peut être du refroidissement de machines, etc. Là, on a des usages qui sont très importants. Et un dernier usage qui est autorisé par le législateur aujourd'hui, c'est l'alimentation de lave-linge. Donc l'arrêté du 21 août précise juste qu'il faut dans ces cas-là un traitement adapté. Là, il y a un certain flou dans l'arrêté, vu qu'il ne précise pas le type de traitement. On dit juste qu'il faut avoir un traitement adapté. Donc, c'est-à-dire que, en fait, les usages, ils sont assez nombreux. Alors, pour simplifier un peu l'idée, moi, j'aime bien de dire en image quand je fais des présentations, tout ce que vous faites exclusivement dans votre cuisine et dans votre salle de bain, ça, c'est interdit à l'eau de pluie. Donc, la cuisine, la vaisselle, etc., interdit à l'eau de pluie. Le lave-main, la douche, interdit à l'eau de pluie. Qu'est-ce qu'on peut en faire quel est l'intérêt de récupérer l'eau de pluie? En fait, il y a un intérêt qui est énorme. Le premier, il y a plein d'intérêts. Le premier, c'est qu'on préserve la ressource. Ça, c'est un intérêt qui est non négligeable. Le deuxième, c'est qu'on va avoir de l'eau qui est gratuite. Alors, on va parler tout à l'heure de retour sur investissement quand même, mais on va avoir de l'eau qui est gratuite. Mais surtout, il y a un intérêt pour moi qui est très important pour vous, c'est que la récupération d'eau de pluie vous permet de continuer à avoir certains usages, même lors d'un arrêté sécheresse. Aujourd'hui, il y a une circulaire qui est parue il n'y a pas très longtemps, ils l'ont fait reparaître, dans laquelle il est bien précisé que lorsque vous êtes sur une cuve de récupération d'eau de pluie déconnectée du réseau, c'est-à-dire quand vous pompez l'eau sur votre cuve, vous avez le droit de vous affranchir de l'arrêté sécheresse tant qu'il y a de l'eau dans votre citerne. Donc, ça veut dire qu'on peut continuer à faire de l'arrosage, créer des îlots de fraîcheur.
C'est aussi l'image de l'entreprise. Hein. J'ai un bel hôtel face, allez, je ne vais plus être dans le golfe du Morbihan, mais au niveau des Abers, à Landéda, je vais pouvoir arroser. Perte d'exploitation aussi, ça évite des pertes d'exploitation. J'ai une jardinerie, on m'interdit d'arroser, ou je suis une municipalité, on m'interdit d'alimenter mes serres municipales, je vais perdre des végétaux. Là, je vais pouvoir continuer à les arroser avec cette eau de pluie. Je peux faire du lavage automobile. Donc, c'est soit l'image de l'entreprise, j'ai une société de transport routier, j'ai une image de l'entreprise, mais j'ai aussi, je suis un hypermarché où j'ai la possibilité de récupérer cette eau de pluie pour continuer à faire tourner ma station de lavage et donc à attirer des clients. Ça m'évite de mettre la station pendant 3 ou 4 mois à l'arrêt, qui est une vraie perte d'exploitation, qui en plus va nécessiter des frais d'entretien et de maintenance lorsqu'on va la remettre en route. Donc, pour cette raison, la récupération d'eau de pluie est intéressante. Lavage de parking, lavage de bâtiments, c'est le cas pour nettoyer des rues, pour des collectivités, etc. Alimentation des sanitaires aussi. Alors là, j'ai pas d'intérêt en cas d'arrêté sécheresse. Il n'y a aucun intérêt d'arrêté sécheresse qui interdit d'alimenter des sanitaires, mais sur ce point-là, c'est des économies d'eau tout au long de l'année. Et il y a un autre élément aussi qui commence à être intéressant, c'est que je vous parlais tout à l'heure des panneaux photovoltaïques. On a de plus en plus de sociétés, moi je suis contacté de plus en plus par des sociétés qui sont spécialisées dans le nettoyage de ces panneaux, qui nous disent en 2022, je ne pouvais plus les nettoyer. Donc eux, ils ont clairement une baisse de chiffre d'affaires, mais leurs clients avaient une baisse de rentabilité parce que quand le panneau commence à être chargé de poussière, etc., il va avoir une baisse de rendement. Et mettre une cuve de récupération d'eau de pluie au bout des ombrières photovoltaïques pour avoir un petit peu de volume d'eau pour les nettoyer une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, ça permet d'éviter d'avoir ces baisses de rendement. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont qui sont positifs sur la récupération d'eau de pluie. Il ne faut pas raisonner uniquement en économie d'eau, il faut aussi raisonner en continuité d'exploitation parce que c'est ce qui fait tourner vos entreprises en image de la société. Et cette eau de pluie, pour ça, vous apporte beaucoup de points positifs. Voilà un petit peu sur l'avantage de la récupération d'eau de pluie. Alors, OK, maintenant qu'on sait ce qu'on peut faire avec de l'eau de pluie, qu'on sait comment on peut la récupérer et les usages possibles, comment on fait? Et c'est ce qu'on va essayer de faire sur les quelques slides suivants. Il faut vraiment faire une étude, au cas par cas et il faut surtout éviter de… Alors, je dirais, si vous allez sur Google, vous avez une chance sur 2 de vous planter dans le dimensionnement. Et je vais vous donner quelques exemples que j'ai régulièrement de mauvais dimensionnement sur lesquels il faut se méfier. Il y a 2 éléments qui sont extrêmement importants. Et alors là, je ne fais pas l'exercice parce je crois qu'on est 300 et puis ça va être un petit peu compliqué. Mais quand je suis en formation, je demande à mes stagiaires de classer dans l'ordre quelques récupérations possibles sur différents bâtiments, un bâtiment tertiaire, un transporteur routier, une concession automobile et puis une station de lavage auto. Et tout le monde me dit la station de lavage auto, c'est extrêmement intéressant de récupérer l'eau de pluie et forcément, c'est le piège que je tends où à la fin, je leur dis mais non, il n'y a aucun intérêt. Alors, pourquoi eux me disent que c'est intéressant et moi, je dis qu'il n'y a pas d'intérêt? C'est qu'en général, quand on pense à récupération d'eau de pluie, on ne pense qu'à une chose qui est la consommation d'eau. Je suis un gros consommateur, donc récupérer l'eau de pluie, c'est important. Mais la première chose à regarder, c'est ma toiture. Et je vous donne un exemple. Tous les ans, 1 à 2 fois par an, j'ai des gens qui m'appellent pensant que je vends du matériel et qui me disent, j'ai eu ça il n'y a pas très longtemps à Saint-Brieuc, j'ai une station de lavage automobile, je voudrais mettre une citerne de 60 000 litres, est-ce que vous pouvez m'en vendre une? Alors, bon, moi, je ne vends pas de matériel, mais quand je creuse un petit peu la demande du client, je lui dis, mais pourquoi vous voulez une citerne de 60 000 litres? Je consomme 3 000 litres par jour. On me dit qu'il faut à peu près 3 semaines d'autonomie parce qu'il peut ne pas avoir de pluie pendant 3 semaines. Donc, 3 x 7, 21. Donc, je consomme 21 mètres cubes semaine. X 3, j'arrive à peu près à 60 mètres cubes.
Donc, je fais parler un petit peu cette personne et à la fin, je lui dis, bah, écoutez, moi, je ne vous vends pas de matériel, je vais vous orienter vers un vendeur de matériel. Par contre, moi, je serais vous, j'achèterais une citerne de 2000 litres. Réponse stupéfaite de la personne au téléphone, vous vous foutez de moi, je consomme 3000 litres par jour, qu'est-ce que je vais faire avec une citerne de 2000 litres? Ben oui, mon bon monsieur ou ma bonne dame, le problème, c'est que vous avez 50 mètres carrés de toiture, parce qu'une station de lavage auto au milieu de la campagne, ça a un toit sur ses hautes pressions, sur les rouleaux, ça n'a même pas de toiture. Donc, ça veut dire qu'avec 50 mètres carrés de toiture et la pluviométrie de Saint-Brieuc, je vais récupérer à peu près 30 000 litres à l'année. Donc, cette personne était prête à acheter une citerne de 60 000 litres, soit 2 ans de pluie, sans consommation. Et donc là, moi, j'ai basé la citerne sur une pluie d'orage. En cas de pluie d'orage exceptionnelle, il récupère 2000 litres, il remplit sa citerne, mais le lendemain, elle est vide parce qu'il l'a consommée. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. La première chose que je regarde, c'est ma capacité de récolte. Et si j'ai une petite capacité de récolte, eh ben, je mettrai une petite cuve. Et pareil, si j'ai une petite consommation, je mettrai une petite cuve. Donc là, je vous ai pris un exemple. Je suis à Vannes, j'ai 480 mètres carrés de toiture. Donc on prend toujours la surface de la toiture. On va lui associer un coefficient de ruissellement que vous voyez ici qui est de 90%. Alors, le coefficient de ruissellement dépend du type de toiture. Si vous avez une toiture en ardoise, vous allez récupérer à peu près entre 80 et 90% de l'eau va ruisseler et va aller vers votre citerne. Si vous avez une toiture en toiture végétalisée, eh ben, la perte d'eau peut être entre 50 et 70% en fonction de l'épaisseur de substrat que vous avez. Donc, le coefficient de ruissellement sera de 0,3 ou de 30% ou de 50% à peine. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. On prend cette surface et ensuite, on va étudier un petit peu ce qu'il en est au niveau de la récolte annuelle. Donc là, vous voyez, sur 480 mètres carrés réels, j'ai 432 mètres carrés de surface active parce que je perds à peu près 10% de l'eau avec la typologie de toiture que j'ai. Et donc, je récupère 292 mètres cubes à l'année. Ensuite, on va faire exactement le même exercice sur la consommation. Et sur la consommation, ce qui est important, c'est aussi de travailler avec des consommations, avec des saisonnalités. Si on travaille à l'année, on est à peu près… Alors, si on a une consommation stable, pourquoi pas, mais si on a des consommations qui peuvent varier, on est à peu près sûr d'aller dans le mur si on travaille à l'année. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Je vais faire de l'arrosage, je consomme 480 litres par jour, j'arrose 4 jours par semaine. Et j'ai une saisonnalité mensuelle. Donc là, sur le petit tableau, vous voyez qu'en avril, on est à 20%, en juillet, on est à 100%. Ça veut dire qu'en avril, chaque arrosage est 5 fois moins important en termes de volume que l'arrosage du mois de juillet, qui lui va être beaucoup plus important en termes de volume. Là, j'ai du lavage de sol sur cet hôtel tout au long de l'année. Donc, je n'ai pas de variation. Et ensuite, j'ai des WC pour le personnel et les clients. Donc, je vais rentrer un nombre d'usagers. Je vais rentrer des coefficients moyens, par exemple, de fréquentation de mon établissement. Donc là, j'ai les premiers coefficients que je peux rentrer à la semaine. Donc le lundi, je n'ai pas beaucoup de monde. Et puis le samedi, dimanche, j'ai des taux de fréquentation de 90 ou 80%. Donc là, c'est des exemples, hein, mais je peux rentrer un petit peu ce que je veux. Et je vais faire exactement la même chose sur une saisonnalité mensuelle, avec l'été, mon hôtel est plein à 30% et il est plein à 100% en juillet-août parce que je suis sur la côte. Tous ces éléments me donnent aussi une consommation annuelle moyenne. Donc là, en l'occurrence, 163 mètres cubes pour cet établissement. Alors, une fois que j'ai ces données annuelles, ce n'est pas suffisant. Il faut que je rentre dans le détail et c'est ce qu'on va voir sur le slide suivant. Au minimum, au moins le mois, pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, on voit que le premier élément qui est important, c'est d'avoir le ratio récolte-consommation. Est-ce que mon bâtiment récolte assez d'eau par rapport à mon consommation sur l'année? Donc là, oui, j'ai un ratio de 1,79. Donc c'est-à-dire que ce qui tombe sur ma toiture à l'année représente près de 2 fois ce que je consomme. Donc, en théorie, je pourrais être autonome à 100%. Et si je fais une analyse mensuelle, donc vous avez les histogrammes bleus, c'est le volume d'eau que je récolte
Donc, les chiffres à gauche, 5, 10, 15, 20, c'est en mètres cubes. Et puis ensuite, vous avez les mois. Donc, ça veut dire qu'au mois de janvier, je récupère sur ma toiture à peu près 30, 32 mètres cubes, mais que je n'en consomme que 6. On a vu que l'hôtel était très peu fréquenté en janvier. Je n'arrose pas en janvier, etc. Février, on est dans le même cas de figure. Avril, mai, on va avoir quasiment, et juin, on va avoir quasiment un équilibre entre ce que je récolte et ce que je consomme. Et puis, là, juillet et août, on est sur une période de surconsommation d'eau. C'est là où j'ai le plus de clientèle. Donc, avec une consommation de 23, 22, 23 mètres cubes par mois, alors que je ne récupère que 15 ou 18 mètres cubes sur les mois de juillet et août. Donc là, en fait, je suis en déficit de récolte. Je fais cette analyse mois par mois. Alors, ce qui permet aussi ensuite de vous faire des préconisations. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres usages possibles? Est-ce qu'on ne peut pas… alors, à l'échelle d'une industrie, ça peut être compliqué, mais à l'échelle d'un groupement d'industrie, ça peut être des échanges d'eau. Alors, moi, je le fais plutôt au niveau des villes. Au niveau des villes, souvent, ce sont les services espaces verts qui me demandent de faire des études de récupération d'eau de pluie. Et puis, on se rend compte que l'hiver, elle ne consomme pas d'eau. Est-ce qu'on ne peut pas permettre aux services de propreté de venir remplir ces balayeuses sur nos cuves de récupération d'eau de pluie parce qu'elles ne sont pas utilisées l'hiver. Et puis, à partir du mois d'avril, je garde l'eau pour moi et puis je dis aux services de propreté d'aller se servir sur ces réseaux actuels. Voilà. Mais c'est un peu à ça que sert ce petit graphe, à montrer des opportunités éventuellement de partage de l'eau. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, et ça c'est la courbe qui est la plus intéressante, si je passe sur le slide suivant, sur l'autonomie en eau, ou en tout cas ce que moi j'appelle la courbe d'autonomie. Alors c'est quoi cette courbe? Vous allez avoir donc en fait une droite et une courbe dessus. La première, c'est la droite qui est en haut, qui est la droite orange. Dans l'absolu, sur ce dossier, je pourrais être autonome à 100%. On a vu tout à l'heure que j'avais un taux de 1,79 de ratio consommation-récolte, donc récolte-consommation, pardon. Donc, je récolte plus que ce que je consomme, donc je pourrais être autonome. Mais c'est compliqué parce qu'il faudrait que je surstocke l'hiver pour passer les périodes de sécheresse d'été. Et c'est ce que montre la courbe qui est ici, montre l'autonomie réelle en eau de pluie en fonction du dimensionnement de l'installation de stockage, du volume de stockage. Donc là, si je suis tout à gauche de ma droite bleue, de ma courbe bleue, si j'ai une cuve de 0 mètre cube, je n'ai pas d'autonomie, je ne récupère pas d'eau. Avec une cuve de 2 mètres cubes, je suis à 58% d'autonomie, donc c'est-à-dire 58% de l'eau utilisée pour l'arrosage, le nettoyage des sols et les toilettes viendrait de l'eau de pluie, le reste venant de l'eau de ville. Avec une 4 mètres cubes, je passe à 70%, 6 mètres cubes, 77%, etc., etc. Et on voit en fait que toutes les courbes ont une forme assez logarithmique, c'est-à-dire qu'à un moment, elles vont s'aplatir et on se rend compte qu'aller chercher à mettre des volumes de stockage plus importants n'offre que très peu d'intérêt économique, voire même peuvent être néfastes parce qu'on risque d'avoir de l'eau qui va stagner longtemps dans des citernes, etc., pour pas nous apporter grand-chose en termes d'économie d'eau. Et je trouve que c'est important de travailler avec des courbes et non pas avec des chiffres précis. J'ai beau être un spécialiste de l'eau, c'est pas à moi de vous dire il faut une cuve de 5 mètres cubes. L'idée, c'est de vous donner cette courbe de dimensionnement parce qu'après, en collaboration avec les architectes, les différents corps de métier qui vont intervenir, l'idée, c'est de trouver la solution la plus économique possible, la plus facile à mettre en place. Si je travaille sur des grandes bâches souples, par exemple, qui sont des grosses réserves plates qu'on pose au sol, je veux dire, entre une 5 mètres cubes et une 10 mètres cubes, il y a 100 € d'écart, autant aller sur une 10 mètres cubes. Si je dois commencer à poser des citernes enterrées, le coût peut doubler entre une 5 et une 10, voire entre une 10 et une 12, on peut avoir des augmentations de prix énormes parce qu'il y a beaucoup de fabricants qui ne savent pas faire au-dessus des 10 mètres cubes. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette courbe pour pouvoir vous donner, en tout cas, à vous, maître d'ouvrage, la possibilité de choisir. Et moi, l'idée, c'est plutôt de vous donner des outils d'aide à la décision plutôt que de vous donner des chiffres précis. Mais
faites bien attention à ça. Toutes les courbes sont logarithmiques et se mettre trop à droite de la courbe n'entraîne pas forcément beaucoup d'intérêt. Le surdimensionnement est plutôt en général négatif. Donc après, on peut aller plus loin dans le détail. Hein. Si je vais sur la page suivante, on peut regarder aussi. Ah oui, non, ouais, ok, pardon. On a d'autres éléments sur lesquels, donc là, je les ai pas ici, mais sur lesquels on peut regarder jour par jour le niveau d'eau dans la citerne. On peut regarder aussi jour par jour le nombre de jours de sécheresse qu'on va avoir dans la citerne, etc., etc. Enfin, le nombre de jours sur lesquels on va passer sur l'eau de ville. Par contre, on peut faire des études extrêmement précises là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, faut regarder les installations. Parce que là, il y a quand même des règles à respecter. Tout à l'heure, je vous disais, il n'y a pas de demande à faire à l'ARS, il n'y a pas d'obligation à la société qui gère les eaux, que ce soit en régie, que ce soit un des 3 géants, n'a pas son mot à dire sur votre installation de récupération d'eau de pluie à partir du moment où vous respectez certains critères et on va regarder en détail ce qu'il en est. La première chose, c'est que déjà, vous allez stocker de l'eau. Donc là, je l'ai dessiné sous forme d'une cuve, on va dire, ronde. Il existe plein de cuves sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette eau doit être filtrée d'abord avant d'entrer dans la citerne. D'accord ? Donc, on va avoir un filtre qui est un filtre grossier, qui est un filtre à maille, on va dire à grosse maille. On filtre à 1 mm ou moins. L'idée, c'est que toutes les impuretés qu'on a pu trouver sur votre toiture, les feuilles, les brindilles, éventuellement des fientes d'oiseaux, etc., ne se retrouvent pas dans la citerne. Donc, vous voyez ici, l'arrivée est à gauche de la citerne, le trop-plein est à droite. Donc, l'eau arrive sur un filtre. L'eau qui est filtrée rentre dans la citerne par une entrée tranquille pour éviter le dimensionnement, enfin de remuer l'eau dans la citerne. Hein, et les impuretés, etc., elles vont continuer leur chemin tout droit. Lorsque la cuve est pleine, le filtre monte un peu en charge et s'auto-nettoie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le nettoyer. Un entretien tous les 3 ou 6 mois est quand même conseillé. Mais vous avez en tout cas une solution auto-nettoyante. Ensuite, vous avez dans le local, alors il y a plusieurs solutions techniques différentes, mais je vous montre celle qui est la plus utilisée dans le milieu industriel. Vous avez ce qu'on appelle un bac de disconnexion. Donc là, il fait 200 litres. Hein, donc, ce n'est pas du tout à l'échelle de la citerne. Hein. La citerne peut faire 20-30 000 litres. Le petit bac, donc qui est l'espèce de bac un peu rectangulaire que vous voyez, c'est un bac de disconnexion. Alors, pourquoi disconnexion ? Parce qu'il y a un élément qui est extrêmement important dans la récupération d'eau de pluie, c'est qu'à aucun moment, le réseau d'eau de ville, donc le réseau d'eau de ville, c'est celui que vous voyez en haut qui arrive en haut sur le schéma, qui est en bleu un peu plus foncé. Ça, c'est l'arrivée d'eau de ville qui vient faire l'appoint en cas de sécheresse. Parce qu'il est bien évident qu'on l'a vu sur la courbe précédente, on n'a pas une autonomie à 100%. Donc, il y a des moments, donc si je reprends le cas de cet hôtel de Vannes, l'hôtel, il a besoin d'eau. Le client, il est là, il tire la chasse d'eau, il faut qu'il y ait de l'eau. S'il n'y a plus d'eau dans la citerne, il faut bien que j'ai un passage automatique et transparent pour l'usager en eau de ville. C'est ça que permet ce bac de disconnexion. Mais là, le législateur impose que le réseau bleu qu'on voit en haut du schéma bleu marine ne doit jamais être en contact physique avec de l'eau de pluie, donc avec le réseau qui est un peu plus bleu ciel. Donc, il doit y avoir une protection physique par une barrière d'air entre les deux réseaux. C'est pour ça qu'on passe par un petit bac, donc qui fait 100 litres sur les petites installations. Alors, chez le particulier, c'est même une dizaine de litres, mais on va dire 100 à 500 litres sur les installations un peu plus grandes, dans lequel, en fait, dans ce bac est rempli prioritairement avec l'eau de la citerne. C'est pour ça que dans la citerne, vous avez une petite pompe de relevage, vous avez quatre sondes de niveau. Si vous voulez, le bac de disconnexion est plein d'eau. Vous avez en pied de ce bac une pompe de surpression, donc ça c'est un surpresseur qui va vous pousser l'eau vers les toilettes, l'arrosage et le lavage des sols pour mon hôtel. Donc quand je vais consommer l'eau, le niveau va baisser. Quand j'arrive à la deuxième sonde en partant du haut,
je demande à la pompe qui est dans la citerne de remplir mon bac de disconnexion. D'accord? Donc, il vient remplir ce bac de 200 litres en eau de pluie. Comme ça, j'ai de l'eau et je consomme de l'eau pour mes toilettes. Si jamais à un moment ma citerne est vide, la pompe qui est dans la citerne, malgré l'information du bac de disconnexion qui lui dit envoie-moi de l'eau, la pompe elle a son propre flotteur de sécurité, elle dit non, moi j'ai plus d'eau, donc je ne peux pas t'en envoyer, donc elle ne se met pas en route. Le niveau d'eau dans le bac de disconnexion continue à baisser parce que pendant ce temps-là, mes clients continuent à tirer des chasses d'eau. Et j'arrive à un deuxième seuil, donc la troisième sonde en partant du haut, qui, elle, va m'ouvrir une électrovanne et je vais remplir ce bac de disconnexion en eau de ville. Mais l'eau qui arrive de l'eau de ville arrive au-dessus du bac avec ce qu'on appelle donc cette fameuse garde d'air. Donc, vous voyez que le haut du bac, il est forcément rempli d'air. L'eau ne peut jamais monter dans le bac. J'ai un trop-plein de sécurité de manière à protéger le réseau de la ville. Et donc, je vais remplir l'eau. Alors, je vais remplir 50, 100 litres d'eau en eau de ville. Je vais tourner en eau de ville et puis pluie suivante, eh bien, je vais de nouveau repasser en priorité avec de la récupération d'eau de pluie parce que c'est la pompe qui est dans la citerne qui va réalimenter mon bac dès que le niveau dans la citerne sera remonté. Alors, voilà, ça c'est un procédé. Il y a d'autres procédés avec, il y en a qui préfèrent mettre des pompes immergées dans la citerne et renvoyer un petit peu d'eau dans la citerne en cas de manque d'eau. Voilà, moi, c'est la solution, cette solution hybride, pour moi, c'est la solution qui est un petit peu la solution universelle, qui est la plus simple à installer, qui est la plus simple à maintenir. Après, il y a d'autres solutions sur le marché qui existent. Tous les grands fabricants de pompes, tous les spécialistes de l'eau de pluie ont leur modèle, etc. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Sur ce schéma, vous allez voir, il y a une autre chose. Après la pompe qui aspire donc dans le bac de disconnexion et qui pousse l'eau vers les toilettes et le lave-linge, vous voyez que vous avez un filtre, un petit filtre. L'idée, c'est que même si on a filtré l'eau en entrée de citerne, je vous disais, c'est une maille. Enfin, c'est une grosse maille, c'est une filtration grossière. On va filtrer de manière un peu plus fine en fonction des usages qu'on va avoir. Donc, dans cette filtration, on va être plutôt sur du 100 microns, voire 50 dans certains cas, pour pouvoir derrière alimenter, par exemple, des chasses d'eau. L'idée, c'est d'éviter que les flotteurs de chasse d'eau ne se bloquent avec des impuretés. Pareil, on reste sur de l'eau de pluie. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. L'eau de ville est filtrée à peu près à 100 microns. Ça ne sert à rien d'aller sur des filtrations à 5 microns. Si on fait de l'alimentation de chasse d'eau, on a souvent des problématiques d'encrassement. Des gens qui disent mon fil s'encrasse très vite. Ah oui, mais vous filtrez à 5 microns de l'eau de pluie, alors que même l'eau de ville, elle est filtrée à 100 microns. Donc, pourquoi aller rendre une eau de pluie qui reste une eau non potable pour des usages toilettes, arrosage, plus propre qu'une eau de ville? Donc ça, c'est le premier point. On peut éventuellement avoir un deuxième étage de traitement, notamment si vous avez des usages par aérosol. Donc, je pense aux stations de lavage auto dès qu'on a du Karcher. Je pense, pourquoi pas, des gens qui arrosent ou qui utilisent pour du lave-linge. Qu'est-ce que le traitement adapté de la législation? On peut éventuellement mettre après la filtration un petit traitement par lampe UV. C'est une stérilisation par lampe UV. La lampe UV a cet avantage de tuer les bactéries. C'est-à-dire que s'il y a un risque d'être en contact avec cette eau de pluie, par exemple, si vous lavez une voiture à la haute pression, il y a quand même un brouillard d'eau dans laquelle vous allez vous retrouver, ou votre client va se retrouver. Moi, je préconise, mais ça reste la préconisation de Cédric Fontaine, de mettre en plus de la filtration, un traitement par lampe UV qui vous assure du zéro bactérie. Et puis, un dernier élément qui apparaît sur ce schéma, vous voyez que si on suit le schéma après la surpression, donc le tuyau bleu ciel remonte pour arriver sur le filtre, et ensuite il se divise en deux avec de l'eau qui part en haut sur l'arrosage et en bas sur les toilettes. Et vous voyez que sur l'eau qui part sur les toilettes, j'ai rajouté un compteur. Compteur, et si vous regardez bien, il y a un deuxième compteur qui est sur le réseau d'eau de ville, donc tout en haut sur le réseau bleu foncé, qui réalimente le bac de disconnexion. Alors, ce sont deux compteurs qui sont des compteurs en plus du compteur général que vous avez sur votre installation.
enfin votre habitation ou votre usine, qui permettent de déterminer les volumes d'eau de pluie que vous avez rejetés au réseau d'assainissement. Parce qu'effectivement, le Code général des collectivités impose que toute personne qui rejette des eaux usées sur un réseau d'assainissement, sur un réseau d'assainissement public eau usée qu'il n'a pas acheté, parce qu'il a un forage, parce qu'il est en eau de pluie, parce que je ne sais quelle eau il a pompé, doit être en mesure de définir les volumes. Et c'est pour ça qu'on met deux compteurs. Le premier va calculer toutes les eaux qui sont parties sur votre chasse d'eau. On va soustraire l'eau de pluie qui est venue en appoint en cas de sécheresse, parce que si sur les 40 mètres cubes que j'envoyais sur les chasses d'eau, il n'y en a que 30 qui venaient de la citerne et 10 qui venaient de l'eau de ville lors des périodes de sécheresse, le volume, c'est bien 30 mètres cubes d'eau de pluie que j'ai rejeté sur le réseau d'assainissement. Donc, c'est bien le compteur 1, 40 mètres cubes, moins le compteur 2, 10 mètres cubes, qui est ce volume. Alors, ça me permet de faire un lien sur vos obligations. Aujourd'hui, donc, si je disais tout à l'heure, il n'y a pas de demande à réaliser pour faire de la récupération d'eau de pluie. Et il y a en revanche une déclaration d'usage. Donc, vous devez déclarer en mairie que vous avez une installation d'eau de pluie. Et ensuite, c'est à la société qui gère les eaux d'éventuellement revenir vers vous pour vous demander chaque année les volumes d'eau que vous avez rejetés au réseau. Okay, pour payer la taxe d'assainissement. Alors, si on regarde dans les faits, il n'y a aucune société qui est de gestion des eaux qui aujourd'hui est équipée, ou alors que ce soit en moyens humains ou en moyens matériels, pour venir vous faire ces demandes. Mais vous devez faire une déclaration en mairie de ce qu'on appelle une déclaration d'usage et avoir donc ces deux compteurs. Voilà un petit peu sur une installation d'eau de pluie, sur les obligations que vous avez. Alors ensuite, bien sûr, ces équipements sont à entretenir régulièrement, alors que la législation, pareil, n'impose pas que ça soit fait par un professionnel ou directement par vos soins, par vos services techniques. Dans l'entretien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regonfler éventuellement le ballon vessie qui est en sortie du groupe de surpresseurs. On va changer les filtres, le filtre fin qui est dans la partie local technique s'il est encrassé. Au niveau de la cuve, on va nettoyer à peu près tous les 6 mois le filtre grossier. Donc, c'est en général un filtre en maille inox qui est au niveau de la citerne. Donc, en fait, on ouvre le tampon de la citerne, on prend le filtre, on le nettoie. Et ensuite, on doit avoir un entretien, enfin une analyse visuelle de la citerne une fois par an. Si cette analyse visuelle vous montre que la citerne est propre, que l'eau dedans est claire, etc., vous refermez le tampon puis vous êtes reparti pour 1 an. Si vraiment votre citerne est très sale, très encrassée, là, vous aurez peut-être besoin de faire appel à une société spécialisée dans le nettoyage de cuves, type société qui font de la vidange, de fosses septiques, etc., qui viendra vous faire un nettoyage. Après, moi, j'avais fait un audit sur des bâtiments du Conseil général du 22 avec des cuves qui avaient 15 ou 20 ans et qui étaient d'une limpidité, on se serait baigné dedans, on se serait cru dans la mer des Caraïbes bretonnes, du côté de l'Andéda une nouvelle fois. Alors, voilà un petit peu ce que vous devez faire. Alors, si on regarde les citernes aussi, moi, je vous invite à être un petit peu curieux sur le matériel. Alors, si sur le slide suivant, on va voir qu'en fait, il existe plein de typologies de citernes. Et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Souvent, on entend dire il faut absolument tel type de citerne, tel type de citerne. Non, c'est à la citerne de s'adapter à votre chantier et non l'inverse. En fait, la première chose, c'est déjà de réaliser un bon dimensionnement. En fonction du dimensionnement, déjà, ça va vous éliminer certaines citernes. Si vous êtes sur un dimensionnement d'une citerne de 100 000 litres, oubliez les cuves béton. Les cuves béton, on ne sait pas aller à plus de, si on en enterrait, on ne sait pas aller à plus de 20 000 litres, mettre 5 citernes dans le sol, raccorder les unes entre elles par le fond, ça peut être compliqué. Pareil pour les cuves plastiques. Les cuves plastiques de 100 mètres cubes, c'est une espèce d'énormes cigares extrêmement longs. Il n'y a pas énormément d'intérêt. Donc, 1, le dimensionnement. 2, où je vais positionner la citerne. Est-ce qu'elle va être aérienne ou est-ce qu'elle va être enterrée? Donc, les 3 citernes que je vous présente à droite sont des citernes aériennes
où là, on va pouvoir avoir des citernes type parallélépipédique, là, un gros cube de 3 mètres cubes, de 2 mètres cubes qui va être dans un local technique à côté d'un bâtiment, une bâche souple. Donc là, alors on peut stocker des volumes énormes. Ça, c'est très intéressant, par exemple, sur des vides sanitaires. Des vides sanitaires, ça se met beaucoup dans des collèges, etc. Ou pour plutôt des industries qui ont des grands entrepôts assez hauts, etc. On peut mettre éventuellement la 3e citerne qui sont des gros silos qui font 2,50 m de diamètre, qui peuvent monter à jusqu'à 6 mètres pour les plus grandes. Et il y a un fabricant breton, notamment, qui est capable de monter jusqu'à des citernes de 26 000 litres en monobloc. Après, les citernes, on peut les associer, on peut en mettre plusieurs. Voilà. Et puis, il y a d'autres qui ont des citernes un petit peu plus sur des marchés un peu plus de niche. Il y a des citernes type la parallélépipédique, mais beaucoup plus fines, qui peuvent se mettre le long d'un mur, etc. Enfin, il y a énormément de solutions techniques. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une solution qui s'adapte à votre chantier et non l'inverse. Sur les cuves enterrées, eh ben là, c'est un peu pareil, c'est le chantier. Alors, sur des petits volumes, petit volume, jusqu'à du 20 mètres cubes, on sera plutôt sur du béton ou du plastique. Et puis après, c'est les contraintes de chantier. Si je dois creuser ma cuve sur la côte de Granit Rose, je préférais la petite cuve plastique plate, là que je vous montre, qui est on va dire la 4e des cuves enterrées, qui va pas s'enterrer très profondément. Si je dois passer derrière un hangar et que j'ai pas beaucoup d'espace et que je dois passer ça avec une petite pelle, le plastique va être préféré au béton. Si j'ai une remontée de nappe phréatique, c'est l'inverse, c'est plutôt le béton qui va être avantageux. Donc, vous voyez, je vais vraiment m'adapter au choix aux contraintes du chantier et non l'inverse. C'est pas la cuve qui décide, c'est le chantier qui décide le type de cuve. Et après, les fabricants, j'ai envie de dire Pierre-Paul ou Jacques, on s'en fiche un peu. Des fabricants de citernes plastiques, il doit y en avoir au moins 5 à l'échelle nationale. Sur le béton, il y a beaucoup de gros régionaux, il y a quelques nationaux. Donc, vous trouverez facilement des installations, des produits qui s'adaptent à votre chantier. Même chose sur la surpression. Si on passe sur le slide suivant, on a, voilà, je vous montre quelques modèles qui existent. Le petit modèle en haut à gauche, c'est plutôt sur du particulier. Alors, un modèle particulier, si vous mettez ça sur, je sais pas, sur un petit bâtiment tertiaire avec une dizaine de salariés, vous êtes plombier, vous avez une dizaine de salariés, vous voulez mettre ça chez vous. Le module individuel, maison individuelle, vous suffit largement. Et puis ensuite, au centre, vous allez avoir 2 installations un petit peu plus conséquentes, plutôt sur des petits tertiaires. Et puis la dernière, la plus à droite, là, on est sur une installation beaucoup plus importante avec un modèle double pompe, un bac de disconnexion qui là fait 750 litres. Là, on va plutôt être sur des collèges avec des WC sans réservoir de chasse. Donc, on a des gros débits qui sont demandés en instantané. Là, il y a une petite étude à faire sur le type de matériel. Mais après, c'est pareil, ces solutions, vous en trouvez sur le marché. Il y a quelques spécialistes de l'eau de pluie qui vous les proposent. Il y a des distributeurs qui proposent des produits qui viennent des grands fabricants, les Willow, les Grundfos, les KSB, etc. En termes de produits sur le marché, il y a des solutions qui existent et qui ne sont pas forcément très complexes à mettre en œuvre. Voilà, à vous de bien faire attention sur les débits pression demandés par les pompes. Et ensuite, ça s'installe par un plombier. Logiquement, n'importe quel plombier sait poser ces installations. Si on regarde ensuite sur le slide suivant, on a souvent la question du coût. Parce qu'une installation, c'est bien beau, mais est-ce que c'est rentable une installation de récupération d'eau de pluie? Alors, si vous êtes un particulier, clairement, ce n'est pas rentable. Le retour sur investissement sera de 30 à 50 ans. Donc, ce n'est pas la rentabilité qui va vous guider. C'est plutôt… Là, je parle d'une rentabilité juste sur l'économie d'eau. Donc,
C'est plutôt votre démarche environnementale, votre souhait de pouvoir arroser l'été, etc. C'est plutôt un geste citoyen, un geste, on va dire, le mot est peut-être un peu fort, mais un geste militant qu'autre chose. Une installation va vous coûter à minima 8 000 €. Voilà. Après, il y a peut-être des doubles réseaux à mettre dans l'habitation. Vous allez économiser à peu près 60 mètres cubes par an, ce qui vous fait 133 € du mètre cube économisé par an. Donc, à 4 € le mètre cube, si je divise 130 par 4, vous voyez que j'arrive facilement à mes 30 à 50 ans pour économiser de l'eau. Sur du tertiaire, sur des petites collègues, enfin sur du tertiaire, des petites industries, etc. Et en fait, c'est là où on voit que l'intérêt, il est vraiment fort pour les industriels parce qu'il y a une vraie économie d'échelle sur la récupération d'eau. Une cuve de 5 000 litres, une cuve de 10 000 litres ne coûte pas 2 fois le prix d'une 5 000 litres. Une cuve de 20 000 litres ne coûte pas 4 fois une cuve de 5 000 litres. Donc, il y aura une vraie économie d'échelle à poser des installations plus grandes parce que souvent, dans du petit tertiaire, je vais prendre un immeuble de bureaux d'une centaine de salariés, on va être sur des installations qui vont plutôt être aux alentours des 15 000 €. Donc, vous voyez, par rapport à la maison individuelle, je vais multiplier par 2 globalement le coût de l'installation, mais je vais multiplier par 5 l'économie d'eau annuelle. Je vais plutôt être sur du 300 mètres cubes. Ce qui fait que ça me coûte 50 €, on va dire, au mètre cube économisé par an. C'est-à-dire qu'à 4 € le mètre cube, il me faudra du 12 ans à peu près pour avoir un retour sur investissement. Et là, je parle d'un retour sur investissement uniquement sur le prix de l'eau, qui en plus va monter de manière logiquement assez forte dans les années à venir. Je ne parle pas là d'économie éventuellement, de continuité d'exploitation. Je vous donne un exemple. J'ai été contacté par une fédération de bâtiments qui me dit l'année dernière, en 2022, j'ai des sociétés qui font des enduits de façade qui ont dû s'arrêter parce qu'il y a un arrêté sécheresse qui leur interdisait de nettoyer leurs outils. C'est une perte de chiffre d'affaires. Là, avec de l'eau de pluie, ils auraient pu nettoyer leurs outils, continuer à travailler. Donc, il y a aussi cet élément-là à prendre en compte. Et là, il n'est pas pris dans ces chiffres. Et sur de l'industrie, sur des gros chantiers, on va encore forcément multiplier le coût de l'installation. On va être plutôt sur du 40, voire 50 000 € dans certains cas de figure. Mais on peut, dans ces cas de figure, économiser 2 000, 3 000, 4 000 mètres cubes par an en fonction des tailles de citernes, des consommations aussi de l'industrie. Et là, on va plutôt être sur du 20 € au mètre cube économisé à l'année. Donc, toujours à 4 € le mètre cube, on va plutôt être sur des retours sur du 5 ans. Alors, chaque cas est étudié au cas par cas, mais c'est là-dessus que je terminerai la présentation pour se laisser le temps aux questions-réponses. J'insiste dessus, l'eau de pluie, c'est vraiment pas réservé à la maison individuelle, ni uniquement à l'arrosage. Plus vous allez avoir des usages importants, plus vous allez avoir des toitures importantes, plus le retour sur investissement est intéressant. Et pensez à ces usages en dehors de la maison. Je vous donne juste une dernière anecdote. J'ai travaillé pour un fabricant de citernes il y a quelques années, qui était, voilà, je l'ai aidé, bref, pour développer une gamme de produits. Et cette personne a mis de la récupération d'eau de pluie chez lui. Et quand je lui ai posé la question de savoir s'il allait en mettre pour son entreprise, parce qu'il consommait énormément et puis ils augmentaient la taille de l'entreprise, cette personne m'a dit « mais on n'y a pas pensé ». Donc, c'est une personne qui était convaincue de l'eau de pluie et qui l'a mis chez lui et qui n'y a pas pensé pour son industrie, pour son entreprise, parce qu'aujourd'hui, on a encore trop cette image de l'eau de pluie, c'est pour la maison individuelle, alors que moi, je me bats depuis maintenant 2005, donc ça fait un paquet d'années, pour dire que l'eau de pluie, c'est surtout sur les gros consommateurs d'eau qu'il faut la mettre. Et les industries, les collectivités, le monde du tourisme, vous faites partie des gens qui ont un intérêt à mettre de la récupération d'eau de pluie. Voilà, je crois que c'était mon dernier slide. Ah oui, non, je vous ai mis, je crois, derrière, voilà, juste, voilà, les principaux conseils. Donc, l'eau de pluie est une ressource, soyez heureux quand il pleut, c'est un peu le slogan de ma société, donc rendre les gens heureux quand il pleut. Donc à chaque fois qu'il pleut, si vous avez de l'eau de pluie, vous allez dire je vais gagner de l'argent. Alors, si installation égale showroom, l'idée c'est pas de faire des showrooms, mais l'idée c'est de dire de temps en temps, il y a des économies qu'on peut faire
parce qu'on pensait mettre une citerne enterrée, et puis quand on discute, ça peut être sur le parking d'une usine, à côté des panneaux photovoltaïques. Est-ce que vraiment, quand on est dans un milieu industriel, aller mettre une citerne comme ça, extérieure, qui est en acier, là c'est de l'acier galvanisé, est-ce que ça peut pas être une solution pour justement limiter les coûts parce qu'on est sur de l'aérien, et puis communiquer, on en profite, mais pourquoi cacher une citerne? Et c'est notamment les Australiens qui font ça beaucoup. Alors eux, ils n'ont pas de problème de gel, donc c'est plus facile, mais ils mettent beaucoup de citernes en extérieur sur des sites un petit peu industriels, et ils les mettent dehors, mais ils les intègrent dans la structure, on va dire, visuelle du bâtiment. Et puis, voilà, soyez créatifs. Alors là, j'ai mis une photo d'un graffeur, c'est aux Antilles, hein, c'est un graffeur qui, lors d'un salon, peignait la cuve d'un des fabricants qui exposait. Mais soyez créatifs aussi. Si vous êtes sur des pôles, sur des zones artisanales, etc., pourquoi pas vous partager des installations. Alors, je sais que c'est toujours plus simple quand c'est le même maître d'ouvrage, mais pourquoi pas l'autre d'un collège qui peut servir au service propreté de la ville pendant l'été. Alors, c'est pas le même interlocuteur. Le collège, c'est le conseil général, et c'est la mairie pour le service propreté. Mais plutôt que voir des cuves qui débordent à partir du mois de juin, juillet, août parce qu'il n'y a plus d'élèves, est-ce que cette eau ne peut pas être mise à disposition avec des rétributions ou pas de services, mais est-ce qu'elle ne peut pas être offerte à d'autres? Donc n'hésitez pas aussi à essayer de travailler entre vous lorsque vous avez la chance de travailler dans des zones artisanales avec d'autres confrères. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et donc, comme le dit le slide, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Je crois que Luc a dû avoir un travail peut-être plus compliqué que le mien pour prendre toutes les questions et essayer de les synthétiser. Je vous laisse la parole. Ok, merci Cédric. Donc merci pour le contenu qui était très très clair. Donc quelques questions que j'ai recensées au fil de la présentation. Alors d'abord justement sur les diapos, est-ce que les diapos sont diffusables par la suite? Oui, elles sont pour vous, donc vous en faites ce que vous voulez, Luc. Ok, donc on pourra les transmettre aux participants. On s'en occupera. Alors, je reprends dans l'ordre. Donc, au début, on revient sur les points réglementaires. Une question. Donc, le décret du 29 août mentionne que l'eau de pluie n'est pas utilisable à l'intérieur des locaux à usage d'habitation. Est-ce que vous confirmez cela? Alors, ce qui impliquerait qu'il n'y ait plus de possibilité d'utiliser l'eau de pluie pour alimenter les chasses d'eau. Alors, c'est un vrai problème, ce décret, parce que il a été donc hier, comme je vous dis, j'ai eu une petite discussion avec un membre du ministère. Ce décret, logiquement, ne concerne que les eaux non domestiques. Malheureusement, il a été écrit plus tard que c'est interdit à usage d'habitation, alors que les habitations, c'est de l'eau domestique. Alors, on a une réponse hier, justement, alors, je vais vous la lire en direct. Voilà la réponse de la part de la DGS et du Bureau de la lutte contre les pollutions domestiques. Il nous dit bien, pour les usages domestiques, l'arrêté du 21 août relatif à la récupération des eaux de pluie et leurs usages à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments reste à ce jour en vigueur et continue de s'appliquer. Le décret du 29 août, et c'est marqué tout en haut du décret, ne concerne que les usages non domestiques. C'est là pourquoi ils ont précisé cette petite phrase, et c'est elle qui met le flou chez tout le monde aujourd'hui. D'accord. Ok, merci. Question suivante sur l'établissement du secondaire. Donc, on peut alimenter les chasses d'eau des collèges et lycées avec de l'eau de pluie. Est-ce que les internats sont aussi considérés comme des usages potentiels, justement, pour l'eau de pluie? Alors, oui. Alors, ce qui se passe, c'est que dans l'arrêté du 21 août de 2008, il est bien, en fait, il est stipulé ce qu'on pouvait faire et pas faire avec l'eau sur les usages. Après, alors, je vous le lis, parce que je l'ai devant les yeux, il est bien écrit, l'utilisation d'eau de pluie est interdite à l'intérieur, donc des établissements de santé, établissements socio-médico-sociaux, personnes âgées, cabinets médicaux, cabinets dentaires, laboratoires d'analyse, et des crèches, des écoles maternelles et des écoles élémentaires. Donc, le décret, si vous voulez, vous dit que c'est autorisé partout, sauf dans les établissements cités. Donc, si vous n'êtes ni crèche, ni école élémentaire, ni école
maternelle, internat, collège, lycée, etc. Oui, l'eau de pluie est autorisée, les gymnases, les piscines, etc., en dehors des 3 bâtiments que je vous ai cités sur la petite enfance. Ok, merci. On passe au sujet industriel. Alors, est-ce que vous avez des exemples de process industriels sur lesquels l'eau de pluie a été utilisée pour alimenter les machines? Alors, on a des exemples qui sont en cours. On est en train de travailler avec une société, par exemple, qui fait de l'enduit et qui donc va utiliser l'eau de pluie. Alors, c'est en cours, le chantier est en cours, qui va utiliser l'eau de pluie pour intégrer dans sa préparation d'enduit sous forme de pâte. Donc ça, c'est des dossiers qui ont été faits. Après, alors en industrie, on a aujourd'hui beaucoup de lavage auto. C'est principalement du lavage de sol, du lavage de véhicules, du lavage de pièces qui sont utilisés. Moi, j'avais équipé il y a quelques années le technicentre du sud de Rennes, donc de la SNCF, qui dégraissait toutes ces pièces. Quand elle démonte les trains, elle dégraisse les pièces avant de les réparer ou de les contrôler. Et ce dégraissage était fait avec de l'eau de pluie, plus aussi d'autres produits qui venaient s'ajouter. Donc oui, il y a quelques exemples qu'on peut avoir sur ces installations. Ok. Alors justement, sur un process industriel, une question concerne le monde de l'industrie agroalimentaire. Donc là, je vais répondre aussi partiellement, puisque le décret du 29 août dernier, pour l'instant, est un premier texte qui a été publié et qui sera complété par un texte qui concernera les eaux non conventionnelles à destination spécifiquement de l'industrie agroalimentaire et qui devrait être publié très prochainement. Donc, a priori, les éléments contenus dans le décret de fin août ne concernent pas, en tout cas, ne précisent pas les usages possibles d'eau de pluie et d'eau usée traitée pour l'industrie agroalimentaire. Ouais. Cela dit, sur des sites, il est possible d'alimenter les chasses d'eau de toilettes sur des sites agroalimentaires avec de l'eau de pluie. Ça, c'est autorisé. Par contre, moi, de mon expérience sur les sites industriels que j'ai pu accompagner, la demande d'installation d'un réseau d'eau non potable qui alimenterait, alors typiquement, il y a eu la question sur du refroidissement de machines. Imaginez que le réseau d'eau non potable qui est installé sur le site fait l'objet d'une fuite. On se retrouve avec de l'eau qui n'est pas de qualité potable et qui a des risques de contact avec des produits alimentaires. Donc là, jusqu'ici, moi, je n'ai pas vu d'autorisation pour ce type d'installation pour alimenter typiquement du refroidissement de machines avec, au sein même d'un bâtiment qui contient le process de production. À voir ce qui sera autorisé dans les prochaines semaines, prochains mois. Je ne sais pas si vous voulez compléter là-dessus, peut-être, Cédric. Une mauvaise nouvelle, c'est que donc hier au ministère, quand on leur a posé la question de la date des prochains décrets, parce qu'il y en a pas mal qu'on attend, ils nous ont plutôt annoncé du début 2024, voire voilà. Donc ce qui devait arriver très vite, c'est en fait bon, mais ça va arriver. En tout cas, ils ont une vraie volonté d'ouvrir les possibilités d'utiliser des eaux non conventionnelles un petit peu partout, avec bien sûr des sécurités à avoir, et l'agroalimentaire étant peut-être, sera toujours les entreprises les plus soumises à contrôle, ce qui est logique. Autre question sur les usages précisés dans l'arrêté d'août 2023. Alors, il est indiqué que l'utilisation d'eau de pluie est interdite dans les établissements recevant du public durant les heures d'ouverture. Est-ce que vous confirmez? Ouais. Alors, c'est là-dessus qu'on s'est fâché hier parce que, si vous voulez, le gouvernement me dit mais non, ça ne concerne pas parce que c'est de l'eau domestique. Alors, mais c'est pas totalement vrai. Qu'est-ce qu'une eau domestique au sens légal? C'est soit les eaux qui sont à usage, utilisées dans les bâtiments à usage d'habitation, donc que ce soit un immeuble d'appartement ou une maison, c'est de l'eau domestique. Donc là, le décret du 29 août n'entre pas en vigueur. Soit toutes les maîtres d'ouvrage, les personnes morales qui consomment moins de 1000 mètres cubes. Et c'est là où en fait on a une discussion, c'est qu'ils n'ont pas cette lecture. Alors c'est un peu dommage, ils ne connaissaient pas la législation. Ça veut dire que demain, vous êtes sur un petit hôtel qui consomme 600 mètres cubes par an. Il est considéré en eau domestique, donc lui, il a le droit d'alimenter ses toilettes. Vous passez sur un hôtel qui en consomme 1200, il passe en eau non domestique et lui n'aurait pas le droit du fait de cet arrêté.
C'est ça qu'on a remonté aujourd'hui au gouvernement. Ça fait 1 mois et demi qu'on travaille dessus. Juste pour vous dire que les associations professionnelles, et on est nombreux, alors je vais reprendre le document d'hier, mais il y a un recours, donc il y a un courrier qui a été fait par une dizaine d'associations professionnelles, et il y a un recours qui a été envoyé au gouvernement pour justement supprimer ce texte. Donc, moi, il m'a été confirmé hier que ce n'était pas du tout la volonté du gouvernement et que c'était une erreur d'écriture. On attend qu'ils enlèvent cette ligne parce qu'effectivement, elle fait peur à beaucoup de monde. D'accord. Sur ce point spécifique aussi, donc une personne relève qu'il serait interdit d'utiliser l'eau de pluie donc, au sein d'établissements recevant du public sur les espaces verts des bâtiments. Exactement. Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les 2 points noirs du décret. Sur cette eau-là, en fait, si vous voulez, le décret, il était fait pour les eaux usées traitées, la réhute. On voulait interdire effectivement dans les bâtiments recevant du public la réhute. Et pour quelles raisons ils ont mis eau pluviale dedans, c'est une erreur. Mais oui, c'est écrit comme ça. Pour les bâtiments, une fois de plus, qui consomment de l'eau non domestique, donc pour les consommateurs de plus de 1000 mètres cubes. Si on lit de manière très rigoureuse la loi, c'est le cas. Et c'est pour ça qu'on demande les modifications, parce que le courrier qu'on a reçu de la DGS qui nous dit non, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser. Moi, je dis, enfin, la réponse qu'on leur avait, c'est ça ne nous suffit pas que vous nous disiez ça. Il faut l'écrire, parce qu'aujourd'hui, un client, moi, quand j'ai un client en ligne, je lui parle du texte, je lui dis pas, oui, la personne de la DGS m'a dit qu'en fait, il fallait pas en prendre compte. Donc, ça va évoluer. Est-ce que c'est dans une semaine? Est-ce que c'est dans un mois? Mais c'est un vrai coup de frein et aujourd'hui, ça fait énormément de tort. Hier, j'étais avec un de mes clients qui me disait qu'un constructeur de maisons individuelles, un directeur technique d'un constructeur de maisons individuelles national avait annoncé à ses agences que la récupération d'eau de pluie était devenue interdite dans le bâtiment. Donc oui, ce décret fait beaucoup de mal par une simple erreur d'écriture qui aurait pu être corrigée rapidement, mais qui ne l'est pas aujourd'hui. D'accord. Autre question sur l'entretien des cuves. Alors, quelle est la procédure de nettoyage? Quelle est la fréquence de nettoyage? Et pareil pour les filtres. Alors, sur les filtres, le filtre qui est en entrée de citerne, donc c'est une maille à 1000 microns, donc 1 millimètre ou moins. Là, la procédure, c'est en général, c'est une grille en inox qu'on enlève, qu'on nettoie, alors soit un coup de brosse, soit un petit coup de Karcher en sens inverse, et c'est reparti. Il existe même certains filtres qui sont équipés de bus de sprinklage pour effectuer de manière automatique ce nettoyage. Malgré les bus, ça n'exclut pas un entretien au moins une fois tous les 6 mois. Sur la citerne, en fait, il n'y a pas de règle. Alors, avant, on demandait est-ce qu'il y a un nettoyage tous les ans. Ça a changé. Maintenant, c'est un entretien, enfin une analyse visuelle tous les ans. Si la cuve est propre, vous repartez pour 1 an. Et en plus, on ne pompe jamais les 15 premiers centimètres. Donc, et idéalement, on met des crépines sur flotteur. Comme ça, on aspire toujours l'eau entre 2 eaux, justement, ni le haut ni le bas. Et moi, comme je vous disais, j'ai vu des citernes qui, au bout de 20 ans, sont toujours aussi limpides et qui n'ont jamais été nettoyées et qui ne demandent pas de nettoyage. Après, j'ai vu aussi l'inverse. J'ai vu des citernes lors de l'inauguration du bâtiment sales, et c'est souvent le cas. C'est en fait, la plupart du temps, la citerne, elle est salie lors des phases de chantier. Il y a de la boue qui vient dedans, il y a de la terre. J'ai même vu une fois de l'eau rose. Alors, c'est bizarre que l'eau soit rose. La peinture du bâtiment était rouge. Je pense qu'une personne un peu indélicate a dû nettoyer ses pinceaux dans une descente d'eau pluviale et on s'est retrouvé avec cette eau rose dans la citerne. Donc, très souvent, c'est au début du chantier qu'elle est sale. Après, en général, l'entretien, il peut se faire qu'une fois tous les 10 ans si la citerne a été bien dimensionnée, si la toiture est entretenue régulièrement et si le filtre est bon. Après, sur la procédure, alors moi, ce que je dis, c'est entreprise de nettoyage. C'est vraiment des sociétés spécialisées dans la vidange. Et là, il y en a des dizaines par département. C'est eux qui viennent et qui décident. Soit ils envoient les espèces de petits furets là qui se baladent, si c'est juste au fond. Soit il y a quelqu'un qui descend dedans pour la nettoyer. Mais c'est vraiment à faire par un professionnel. D'accord. Autre question, quelle consommation d'énergie pour un système d'alimentation de chasse d'eau via eau de pluie? Alors,
C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, en fait, on consomme beaucoup moins d'énergie pour consommer de l'eau de pluie que de l'eau de ville. 4 fois moins à peu près, parce que l'eau de pluie, on l'a stockée en bas de chez soi et on la pompe, alors que l'eau de ville, elle vient d'un forage. Et d'ailleurs, la récupération d'eau de pluie peut être valorisée dans la RE 2020. Pour répondre à la question, une pompe qui fait 3 mètres cubes heure va consommer à peu près 0,75 kW voilà, pour 3 mètres cubes heure. Donc, vous voyez, on reste sur des consommations qui sont assez faibles. D'accord. OK. Sur le sujet de la déclaration en mairie d'alimentation via eau de pluie, est-on concerné en cas de fosse septique non raccordée au tout à l'égout? Non, vous êtes autonome chez vous. Alors, deux choses. La première, vous n'êtes pas concerné par l'obligation parce que vous n'avez pas de rejet sur un réseau d'eau pluviale, enfin sur un réseau d'assainissement, pardon, public. Par contre, je conseillerais d'aller faire une déclaration en mairie quand même, parce que déjà, vous n'avez aucun risque. Demain, on vienne réclamer une taxe d'assainissement, donc le risque, il est de zéro. Par contre, dans les années à venir, là, en 2022, les arrêtés sécheresse, on a tout arrêté parce qu'il y a une espèce de peur et tout le monde a eu interdiction d'utiliser de l'eau. Dans les années à venir, on va dire, les arrêtés sécheresse préciseront que si vous êtes en eau de pluie, vous avez le droit de le faire. Et je trouve que c'est bien de le déclarer en mairie, parce que si demain, la mairie décide de faire des contrôles en faisant passer, par exemple, la police municipale, si vous l'avez déclaré et que la police municipale arrive chez vous, vous dites je l'ai déclaré, je suis en eau de pluie. Mais si vous ne l'avez pas déclaré et que vous dites je suis en eau de pluie, elle n'a pas le moyen de le savoir. Elle vous verra arroser et elle risque de vous verbaliser. Donc moi, aujourd'hui, je conseille à mes clients de faire les déclarations d'usage en mairie. Comme ça, si demain il y a des contrôles, eux, ils ont fait leur déclaration, ils sont tranquilles. D'accord. Question un peu similaire. Qu'en est-il de la déclaration du rejet d'eau de pluie lorsqu'un site industriel a une convention de rejet? Alors là, cette déclaration, faudra la faire avec faut quand même la faire. Aujourd'hui, ça ne changera rien derrière parce que votre convention de rejet, en fait, vous rejetterez toujours les mêmes volumes. C'est juste que vous en avez acheté moins. Mais faut le déclarer en mairie et il faut surtout le déclarer à l'entreprise avec laquelle vous avez la convention de rejet, si c'est un Veolia ou un Suez, pour être en transparence avec eux. D'accord. Question équipement, quelle est la durée de vie d'une citerne souple? Elles sont, alors en fonction des fabricants, elles sont garanties, pour certains, vont jusqu'à 30 ans. C'est increvable pour certaines. Alors pareil, hein, il y a différentes qualités, mais si vous prenez une citerne de bonne qualité, dans 50 ans, elle sera toujours là. Ok. D'accord. Surtout nos usages. En fait, ce sont des citernes qui sont beaucoup utilisées dans par exemple, sur des zones de conflit, sur des zones de tremblement de terre pour aller faire du stockage d'eau. Donc, elles sont utilisées dans des conditions très compliquées. Elles peuvent être aussi beaucoup utilisées pour du stockage de lisier chez des agriculteurs. Là, elles sont en plein soleil et puis elles sont, le lisier, c'est quand même pas le produit le plus glamour en termes de H2S et autres. Donc, les citernes qui sont utilisées pour de l'eau de pluie, par exemple dans un vide sanitaire protégé des UV, vous reconstruirez une nouvelle maison autour de la citerne lorsque la maison sera plus en état. Ok. Donc, on revient sur le côté étude de la récolte et des besoins. Pouvez-vous réexpliquer la courbe autonomie en eau? Comment la construire? Alors, vous faire appel à un bureau d'études. Non, alors oui, je peux la réexpliquer. En fait, alors comment elle est calculée? Alors, je vais vous donner ma méthode et qui est la méthode logiquement qui est imposée par le législateur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que moi, je fais une analyse sur les 10 dernières années. Alors, le législateur impose 5, moi, je travaille sur 10. C'est-à-dire que je me mets en situation j'ai installé une cuve il y a 10 ans et je regarde le 1er janvier 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Il a plu, combien de volume est tombé sur ma toiture? J'ai envoyé cette eau vers ma citerne. Est-ce que ma citerne était pleine et elle a débordé et donc j'ai perdu de l'eau, ou est-ce qu'elle était vide et puis elle s'est remplie du volume qui est tombé, etc. Ce qui me permet de connaître au jour le jour, sur 10 ans, donc on fait ça sur 3600 jours, le volume d'eau dans ma citerne. Et je fais l'analyse après. Ce jour-là, j'ai consommé de l'eau. Est-ce que cette eau, je l'ai consommée de la citerne parce qu'elle était
pleine, ou en tout cas il y avait de l'eau dedans la veille, ou est-ce qu'au contraire il n'y avait plus d'eau et j'ai consommé de l'eau de ville. Et je fais ça sur les 3600 jours aussi. Et là, dans l'exemple que je vous ai montré, je fais ça pour une citerne de 2 mètres cubes, 4 mètres cubes, 6 mètres cubes, 8 mètres cubes. Forcément, la 6, un jour, elle déborde parce qu'on est à 6, alors que la 8, elle avait un potentiel de récolte supplémentaire pour monter de 6 à 8. Et donc, elle avait un peu plus de volume tampon pour consommer lors des périodes de sécheresse. Et une fois que j'ai fait ça pour les 10 ans, je dis, si j'avais une cuve de 2 mètres cubes, sur les 300 mètres cubes consommés par an, 58% venaient de la citerne. Le reste venait de l'eau de ville parce que la citerne, elle a régulièrement débordé, etc. Donc, voilà comment on fait cette courbe. Donc, c'est vraiment une analyse qui est faite jour après jour, sur 10 ans. Et après, on en tire une moyenne. Il ne faut surtout pas faire l'inverse sur des moyennes. La chose que je veux vous donner, alors, ça ne va pas forcément être utile dans tous les cas de figure parce que moi, j'ai mis en ligne un logiciel. Alors, Amine, si vous me permettez de prendre la main et de partager l'écran. Hop, je vais partager mon écran. Allez-y. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Non, là, j'ai pas. Moi, je vois rien. Vous voyez pas mon écran? Non, moi non plus. Alors, je vais retenter le coup. Pourtant, il me dit que j'ai partagé. Hop, bureau, fenêtre. Écran entier, autorisé. Et là? Non, on a non plus noir. Non, écran noir. Ah. Écran noir. Alors, arrêtez le partage. Pourquoi il ne veut pas que je partage mon écran? Je retente une dernière. Mais là, vous voyez. Ça doit être en train de charger parce que ça se met bien en mode présentation, mais ça affiche juste pas l'écran en lui-même. C'est ça. Donc, à moins que le fichier. Ok, alors on va peut-être se laisser le temps. Je vais remettre l'écran en entier. Hop, autorisé. Vous me dites si ça charge. On ne voit rien pour l'instant. Il n'y a rien pour l'instant. Pour répondre à une autre question sur les aides financières existantes, il y a effectivement deux sources, le fonds tourisme durable d'une part, et d'autre part les agences de l'eau, qui par contre mettent des critères d'économie d'eau potable qui sont à adosser aux différents projets, dont l'eau de pluie. Donc, il faut atteindre certains seuils en fait, de volume de substitution d'eau potable par l'eau de pluie. À voir avec les agences de l'eau en fonction de vos territoires. Et non, Cédric, on n'a toujours rien qui s'affiche. Alors, ce qu'on peut faire, je vais arrêter le partage et je vais lancer un challenge à Pierre-Adrien. Est-ce que vous pouvez aller sur Internet et puis partager votre écran? Ouais, et le site de la banquise, c'est ça? Ouais. Ok. Je m'occupe de ça. Une petite question en attendant. Y a-t-il une réglementation spécifique pour les ICPE? Non, il n'y a pas de réglementation spécifique sur la partie récupération d'eau de pluie sur les ICPE. C'est du cas par cas. Ouais, exactement. Alors, est-ce que, je ne sais pas si vous aviez peut-être un compte déjà, Pierre-Adrien, ou pas du tout? Alors, oui. Mince. J'ai un compte. Simplement, les codes, je ne sais plus lesquels. Donc, en fait, c'est juste pour ceux qui sont en ligne, c'est un logiciel que je mets à disposition. Alors, il ne fait pas tous les bâtiments, malheureusement, parce que quand on a une industrie qui consomme beaucoup le lundi, pas du tout le jeudi, qui consomme beaucoup en hiver, pas en été, le logiciel ne fait pas tout. Mais c'est un logiciel, si vous voulez bien faire un projet test, donc voilà, vous créez votre compte. Alors, ce que je vous montre là, c'est gratuit, c'est pour ça que je le montre, parce que je ne suis pas en train de faire de la pub pour un truc payant. Vous allez sur de la récupération d'eau. Hop. Et donc après, il suffit de suivre. Donc là, on fait suivant, en bas à droite. Ah oui, hop. Voilà.
Et puis, voilà, maison individuelle, collective, tertiaire. Donc, voilà, vous voulez mettre de l'eau de pluie sur un petit bâtiment de bureau. Vous cliquez sur suivant. Vous répondez juste aux questions. Donc, la région. Pourquoi? Parce que le logiciel a en fait 650 villes qui sont sélectionnées en France. Donc, par département, vous avez plusieurs villes. Vous allez chercher la plus proche de chez vous. Et il a les données des 10 dernières années des pluviométries de ces villes. Vous choisissez un ou plusieurs typologies de toits. Donc là, imaginons qu'on ait un toit en pente de. Alors, on va en prendre deux juste pour montrer. Et puis, un petit bout de toit, voilà, parfait. Donc, vous avez par exemple 450 mètres de l'un et puis 80 mètres pour l'autre. Je dis un peu au hasard. Hein. 80 mètres de toit plat. Voilà. Suivant. Là, il vous pose la question sur les usages parce que c'était du tertiaire. Donc, il vous propose, on va dire par exemple qu'il n'y a que des sanitaires. On va alimenter les toilettes. Et puis, il y a 100 personnes, 100 salariés dans ces bureaux. Si je fais calculer. Voilà, le logiciel me donne la courbe. Donc ici, je récupère 331 mètres cubes à l'année. Non, pardon, récolté et j'en consomme 259. Donc en théorie, j'ai une autonomie à 1,28. Et puis, voilà, le logiciel va me proposer une citerne. Donc avec une 8 mètres cubes, vous voyez, pour un immeuble de bureau de 100 personnes, une 8 mètres cubes peut suffire. Je suis autonome à 77%. Si je passe sur une 10 mètres cubes, je suis autonome à 81%. Voilà un peu ce que propose le logiciel. Donc, cette courbe-là, pour les dossiers simples, voilà comment vous pouvez la voir. Après, c'est de la faire par un bureau d'études ou c'est d'essayer de la construire. Mais voilà aujourd'hui ce que vous pouvez faire, ce que je peux vous offrir comme outil pour faire des prédimensionnements. Ok, merci. Voilà, merci Pierre-Adrien. On est à 10 minutes de la fin du webinaire. Les systèmes de traitement antibactérien sont-ils efficaces pour une réutilisation, pour du nettoyage haute pression? Ouais, aujourd'hui, les systèmes par lampe UV notamment sont des systèmes qui sont, pour certains, qui sont considérés comme des solutions de potabilisation sur des eaux, par exemple, de forage. Donc oui, ce sont des systèmes qui sont très efficaces. Alors bien sûr, il faut les entretenir. La lampe est à changer tous les ans. Mais aujourd'hui, ce sont des systèmes qui vous tuent 99,99% des bactéries. Surveillance et analyse légionellose est-elle obligatoire? Aujourd'hui, alors non, parce que cette eau de pluie, elle est utilisée notamment pour des solutions non alimentaires et non corporelles. Il n'y a aucune demande qui est faite sur ne serait-ce que des contrôles de qualité d'eau. Aujourd'hui, la réglementation n'impose rien à partir de l'eau de pluie. Après, si dans des bâtiments, pour des raisons X ou Y, vous avez des législations internes dans vos bâtiments, vous y serez confronté comme pour le reste, mais la récup d'eau de pluie ne change rien sur les législations que vous avez. Donc, s'il n'y en a pas chez vous de contrôle à faire, il n'y en aura pas plus avec de l'eau de pluie. D'accord. On revient sur le sujet de l'agroalimentaire. Confirmez-vous qu'il est impossible d'utiliser l'eau de pluie pour le lavage des sols? Aujourd'hui, oui. Dès lors qu'on rentre dans les pièces du process du process agroalimentaire, aujourd'hui, il n'y a pas d'autorisation quelconque possible. Et comme vous disiez, Luc, on attend les prochains décrets qui autoriseraient peut-être certains éléments, mais dans l'absolu, on ne rentre pas dans l'agroalimentaire. Ok. Sur le sujet de l'activité portuaire, qu'en est-il de l'utilisation d'eau de pluie sur les aires de carénage pour bateaux ouvertes au public ou pour l'entretien de cales portuaires, avec une précision, nettoyage haute pression par agent de port avec ou sans présence de public à proximité? Alors, moi, dès lors qu'il y a un usage d'eau avec un risque de recevoir ces gouttelettes, pour moi, c'est systématique lampe UV. Pareil, hein, quand je conseille à une entreprise qui a quelques véhicules, je ne sais pas, Chronopost qui lave des véhicules, qui fait laver les véhicules par ses employés, moi je dis à partir du moment où il y a un risque de pouvoir être touché par une gouttelette d'eau dans ce type d'utilisation, pour moi c'est traitement par lampe UV par précaution. D'accord. Et question complémentaire sur le sujet, qu'en est-il des lavages des sols en criée?
Est-ce qu'on rentre dans le cadre activité portuaire ou est-ce qu'on rentre dans le cadre de l'activité agroalimentaire? Alors, j'ai jamais eu cette question. Ah, merci. Alexis. Euh, eh ben, il fallait qu'il y ait une question piège. Celle-là, les pièges, je peux pas vous dire. Non, j'ai un doute. Je n'ai pas de certitude, je suis désolé, mais il fallait bien qu'il y ait une question sur laquelle on puisse ne pas répondre. Ça peut être une question à poser pour avoir une réponse directement, pour savoir dans quel cadre on place les lavages des sols en criée. Exactement. Quid des problématiques de gel pour les cuves aériennes? Alors, la cuve en elle-même ne risque rien. On ne fera pas un glaçon de 3 ou 4 ou 5 mètres cubes, en tout cas pas chez nous. On aurait fait la présentation. Alors, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas que des Bretons. À Strasbourg, on fera peut-être plus attention. Mais les cuves en elles-mêmes ne risquent rien. C'est plus la canalisation entre la cuve et le local technique, parce qu'à un moment, il va falloir aspirer l'eau dans cette cuve pour pouvoir alimenter les pompes. C'est plus les canalisations qui peuvent être en PO de 32 ou 40 qui, elles, risquent le gel et qui seront à protéger. La cuve elle-même ne souffrira pas. Ok. Alors, on a une question aussi sur la possibilité d'alimenter les piscines avec de l'eau de pluie. Donc là, même, peu importe le traitement, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Alors, il y a un flou. Il y a un flou, effectivement, on considère que c'est du corporel. Après, nous, on sait qu'on a eu des autorisations aujourd'hui à partir du moment où l'eau de pluie arrive avant le système de traitement de la piscine elle-même. D'accord. La piscine a son propre système, donc en fait, on alimente avant pour que ça soit le système de traitement d'eau de la piscine qui l'a. Alors, c'est principalement les particuliers qui le font, mais je sais que certains ont demandé des autorisations et en ont reçu à condition d'alimenter non pas la piscine en direct, mais au niveau avant le système de traitement. D'accord. Ok. Merci. Et donc, une question donc, par rapport aux prestations types que vous proposez, Cédric. Quel est l'ordre de grandeur de coût d'une étude, celle que vous proposez? Alors, si c'est une étude juste de dimensionnement, alors sur plan, par exemple, c'est des études qui sont entre 500 et 1000 euros en fonction de la taille du chantier. Et sur des sites existants, on est plutôt à 1500, 1800 euros sur du site existant, avec peut-être des frais de déplacement si c'est un peu loin, mais voilà l'ordre de coût d'une étude. Après, on a des chantiers beaucoup plus complexes, mais on est dans ces ordres-là. Ok, merci. Il y en a une question sur laquelle oui, j'avais zappé. Concernant l'agroalimentaire, donc avez-vous des précisions concernant le dernier arrêté en date? Donc, ce que vous disiez, Cédric, c'est qu'on sera sur un arrêté début 2024, a priori. Ouais. Il semblerait qu'il prévoit une demande de dérogation pour utilisation d'eau de pluie et d'eau usée après traitement adéquat. Est-ce qu'il y a-t-il un contact vers lequel se tourner pour cet aspect de la réglementation? Moi, j'aurais tendance à vous répondre, votre inspecteur ou inspectrice DREAL ou des DPP pour un site industriel, pour avoir des précisions. Alors, aujourd'hui, ce qui est prévu, ce qui est un peu le cas du décret REUT actuellement, là, du 29, c'est deux choses. Bon, déjà, il faut attendre l'arrêté, le prochain qui précisera l'agroalimentaire. Et ce qu'ils voudraient faire, c'est qu'il y ait un guichet unique dans les préfectures qui permette ensuite, eux, d'aller interroger les ARS, enfin les différentes personnes. Donc, toute l'idée aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de complexité, on ne sait pas vers qui aller, et puis de temps en temps, il faut aller sur 5 services différents. L'idée, c'est qu'il y a demain, dès qu'on aura des eaux non conventionnelles, il y aura un guichet unique au niveau de la préfecture, et après, eux, nous orienteront ou feront le boulot d'aller chercher les infos à droite, à gauche. Préfecture départementale ou régionale? Vous savez? Alors, pour l'instant, c'est départemental dans ce qui est prévu. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a des dernières questions que vous souhaitez poser? Mais si ce n'est pas le cas, donc il me reste à vous remercier, Cédric, pour la présentation qui était très claire et très complète. Merci également donc aux partenaires du programme Ecodo. Je vais citer la région Bretagne, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne,
la préfecture de Bretagne qui permettent ce projet, qui permettent ce projet d'exister. J'ajoute également la BEA, l'Association bretonne des entreprises de l'agroalimentaire, et nos partenaires privés aussi qui nous financent, SOR, Veolia et Suez Environnement. Et merci à vous toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. On était 200, donc ça montre bien qu'il y a un engouement et il y a une appétence pour ce sujet des eaux de pluie. N'hésitez pas à nous contacter, donc Pierre-Adrien ou moi au sein de la CCI pour des questions complémentaires, voire directement Cédric également, Cédric Fontaine, hein, si vous êtes intéressé par un accompagnement et une prestation de sa part. Merci à toutes et tous. Eh ben, merci pour l'invitation, puis merci pour votre écoute. Merci à vous. Merci. 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 Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.